Coucou Caroline. Merci Gwen. Bonjour à tout le monde. Je vous ai déjà dit bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre premier débat de débat de politique générale du Parti Pirate organisé par le Parti Pirate en présence de François-Marie Bréon et de Mathilde Tessier qui va arriver dans quelques minutes. On a prévu un débat d'1h30 à peu près, donc on devrait finir à 17h, mais on peut pousser un peu plus longtemps si besoin. Donc on est libre totalement de discuter de tout ça. Je vais commencer par faire un peu une explication du fonctionnement du Parti Pirate pour que vous compreniez un peu pourquoi est-ce qu'on a ce débat aujourd'hui. On a au Parti Pirate depuis mars 2018, on a adopté un nouveau fonctionnement, donc ça fonctionne plutôt bien. On travaille en assemblée permanente, maintenant on prend toutes nos décisions tous ensemble, tous les mois, en continu, et chaque pirate peut voter, chaque pirate peut participer à la prise de décision. Sur un cycle d'un mois, on a une semaine de dépôt de motion, 2 semaines de débat. Et donc là, on est en première semaine de débat. La semaine prochaine sera encore une semaine de débat. Et une semaine de vote, donc, pendant laquelle chaque pirate est invité à voter. On fonctionne donc en assemblée permanente et en démocratie liquide ou délégative, c'est-à-dire que les pirates peuvent voter ou donner leur voix à quelqu'un qu'ils considèrent comme de confiance. Du coup, la prise de décision se fait tout le temps, en permanence, et on peut en permanence décider de modifier ou d'ajuster notre orientation politique. Et donc ce mois-ci, on a décidé, ça fait depuis le mois de juillet qu'on débat sur la question de la transition énergétique et plus particulièrement du nucléaire. Et on a décidé que ce mois-ci, on allait prendre une décision, en tout cas prendre une première orientation. Donc avant de commencer, je voulais quand même remercier plusieurs personnes pour l'organisation de ce débat, de ce premier débat. Tout d'abord, donc Dadourlou, Alexandre, qui est parti chercher Mathilde, qui nous a aidé à trouver la salle et qui a beaucoup travaillé. Très beaucoup, c'est pas du tout français, mais c'est pas grave. Gwen, ici présent, donc, qui s'occupe de la diffusion sur Twitch, donc on est en direct sur Twitch en même temps. Et puis un énorme merci à la Gare Expérimentale qui nous accueille ici gracieusement et grâce à qui on peut tenir ce débat sans avoir de frais, et ça c'est très chouette. Enfin un merci à Alexis qui nous a mis en relation avec François-Marie et à Mathilde aussi, et à Tristan Mathilde qui vient exprès d'Antibes pour débattre avec nous et qui arrive à la bourre, et à Tristan qui nous a donné beaucoup d'informations en fait sur le nucléaire et qui a participé activement au débat au Parti Pirate. Débat qui a été ouvert en fait à tout le monde, donc tout le monde pouvait venir poser son message sur le forum du Parti Pirate. Et c'est le cas très régulièrement, enfin la plupart de nos débats sont ouverts au public. Sachant qu'après pour voter pour l'orientation, évidemment il faut être adhérent au Parti Pirate, donc l'adhésion n'est pas chère, hein, si vous voulez. Voilà, donc sur la suite je pense qu'on va être obligé d'attendre Mathilde pour faire le point sur le programme malheureusement. Donc je vais vous proposer d'abord, si vous avez des questions sur notre fonctionnement, sur la prise de décision, sur le Parti Pirate, hein. Ça va, j'étais assez claire en fait. Ok. Tout le monde savait déjà. C'est quoi à la base, juste pour moi, le Parti Pirate, donc c'est un parti qui se veut politique, où vous présentez des candidats aux élections ou... Oui. C'est un parti politique. C'est un parti politique, c'est un parti inscrit au registre des partis politiques. On a vraiment un financement, enfin pas de financement politique, public, pardon, parce qu'on n'a pas suffisamment de voix. Mais on se présente aux élections, on a une association de financement et on essaye en tout cas d'avoir des élus. D'accord. C'est notre objectif. Plus de 500, aux dernières nouvelles on en avait 516, je crois qu'on en a eu 3 ou 4. Et c'est international, il y a des... Oui. Ça existe Donc aussi dans d'autres pays. 516 en France. D'accord. On a des adhérents, on a des partis pirates, donc on a notre président du Parti Pirate International, on a une organisation en fédération, on a le Parti Pirate International, la présidente est au Canada, et il y a des membres un peu partout, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Islande, on avait un parti pirate en Tunisie, je crois aussi, je ne sais pas s'il est encore actif. On a un parti pirate en Italie, en Catalogne, en Allemagne évidemment. On a un eurodéputé, en République tchèque on a 3 eurodéputés.
On a un parti pirate assez actif, qui était assez actif en Islande, donc il est encore, mais moins qu'avant. Et il y en avait aussi au Brésil, alors je ne sais pas trop où est-ce qu'ils en sont. Je crois que j'ai entendu parler aussi d'une antenne à Hong Kong qui est en construction. Luxembourg, évidemment. Merci Alexandre qui est là-bas, qui nous écoute du coup. Évidemment pour la gestion des flux. Non, c'est qu'on a des députés au Luxembourg en fait. Non, désolé. Non, c'est que du coup Alexandre m'envoyait un message sur Twitch en me disant oui, c'est au Luxembourg aussi. Effectivement, on a des pirates au Luxembourg, on a des députés élus au Parlement du Luxembourg en fait. Donc on a quand même pas mal d'élus pirates, mais en France c'est pas encore fait en France. C'est pas encore ça. On existe en France depuis 2009. On a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées en 2009, qui ont construit le Parti Pirate en France et qui sont parties depuis. Et en fait, aujourd'hui, sur les 500 et quelques personnes qui constituent le Parti Pirate, il y en a peut-être une ou deux qui sont là depuis le début, et encore, je suis même pas sûre. D'accord. Voilà. Il y a eu un gros renouvellement là entre 2018 et aujourd'hui, il y a eu une grosse chute d'adhésion après les élections législatives et pendant les européennes et après les européennes, on a eu beaucoup plus d'adhérents. Et je pense que c'est lié au changement de fonctionnement, parce qu'on n'a pas du tout... avant, c'était très, très vertical, et là maintenant, on est complètement horizontaux. Voilà, la carte des partis. Donc voilà. Elle arrive. Oui, on est en Chine aussi. Enfin, on a, Oui. on a des discussions. Bonjour Mathilde. Bonjour. On t'attendait. Oui, c'est en discussion. En fait, il y a des pirates. Après, dans certains pays, il y a des pirates qui ne sont pas encore constitués en parti. Et, on a des individus, quoi. Mais après, une fois qu'on constitue le parti, on rentre dans la fédération, on a une voix au niveau international. Bon, en France, on a... il me semble d'ailleurs je crois que c'est en Nouvelle-Zélande qu'il y a deux partis pirates. Il y a le Parti Pirate Nouvelle-Zélande et le Parti Pirate Nouvelle-Zélande en ligne, je crois, un truc comme ça. Ah, voilà, c'est amusant. Donc Mathilde Tessier qui nous a rejoint, qui est donc responsable de la commission énergie d'Europe Écologie des Verts. Et du coup, je vais vous demander à tous les deux de vous présenter avant que, ou après, peut-être. Je vais d'abord commencer par le programme du Parti Pirate ou d'abord vous présenter comme vous voulez. Comme tu veux. Je vais commencer par le Parti Pirate et puis après vous vous présenterez, on entamera le débat et la discussion sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, le Parti Pirate n'a pas de plan de programme vraiment très élaboré sur la question de l'énergie. On a un plan de programme sur le programme national du Parti Pirate français, qui est que... j'ai honte de le dire en fait. Le Parti Pirate souhaite des énergies sans lobby. Ça existe. Donc la géothermie, parce que c'est bien connu qu'il n'y a pas de lobby dans la géothermie. Voilà, donc c'est pas du tout élaboré, c'est un point qui a été voté en 2011, donc 2 ans après la création du Parti Pirate, par des personnes qui ne sont plus aujourd'hui au Parti Pirate. Voilà, on a complètement changé aujourd'hui. Donc on s'est dit que c'était peut-être le moment de changer un peu et d'évoluer un peu sur cette question-là. Au niveau européen, on a un point de programme qu'on a défendu pendant la campagne des européennes, qui était qu'on voulait une production d'énergie qui soit durable et qui ne devait pas aller à l'encontre des défis environnementaux. Donc c'était là aussi un peu flou, mais c'était volontairement flou parce que chaque parti pirate a sa propre organisation et sa propre ligne politique, et il fallait qu'on ait un programme européen qui nous rassemble tous, et du coup on a choisi d'avoir un programme un peu flou à ce niveau-là. Mais ça précisait quand même qu'il fallait qu'on sorte des énergies fossiles, quand même, un petit peu plus précis, mais voilà. Point de programme Parti Pirate européen. Vu l'urgence environnementale, compte tenu de l'intégration dans notre code des pirates de l'article bâton V, de l'article 4 qui explique, je cite, « Les pirates sont environnementalistes, nous pirates luttons contre la destruction de l'environnement et toute forme de capitalisation des ressources, nous militons pour la pérennité de la nature et de ce qui la compose, nous n'acceptons aucun brevet sur le vivant. » Et de l'article 12 qui dit que les pirates font preuve d'audace. Nous pirates n'attendons pas que les solutions viennent à nous, mais nous organisons par nous-mêmes pour répondre aux problèmes que nous rencontrons.
Nous croyons à la force des mouvements collaboratifs et horizontaux. Nous avons décidé d'organiser un débat ici aujourd'hui dans le cadre de notre assemblée permanente. Et nous avons décidé de trouver une orientation pour nos prochaines discussions concernant la transition énergétique et les énergies d'une manière, la production énergétique. Sachant que cette orientation qu'on va décider ce mois-ci pourra évidemment évoluer pendant les prochains mois et il faudra de toute façon qu'on précise cette orientation. On a ouvert ce débat, comme je le disais tout à l'heure, en juillet. Ça a donné lieu à un échange vraiment très passionnant avec plus de 120 messages qui ont été publiés sur le forum. Donc quand je dis 120 messages sur le forum, c'est-à-dire que ça ne prend pas en compte les messages sur Discord et les longues discussions qu'on a pu avoir sur Discord. C'est en gros, le forum, c'est quand quelqu'un pose un message sur le forum, ça peut être de 3 lignes jusqu'à une quinzaine de sources et un message de 120 lignes. Enfin voilà, c'est très long, ça peut être très très construit. Et comme ça peut ne pas l'être du tout. Mais c'était très passionnant, on a appris énormément de choses et on en a tiré un texte que je vous ai envoyé, qui a été amendé depuis, en fait, qui est amendé quasiment tous les jours en fait. Donc il y a une évolution de ce texte permanente. Je ne sais pas si vous avez regardé ce texte ce matin, parce qu'il y a eu. Il y a eu plusieurs ajouts, plusieurs précisions qui ont été faites, notamment sur la sortie des énergies fossiles et sur les différentes solutions qui étaient proposées. Donc les centrales à fusion, les centrales à fission, les batteries, les centrales solaires. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées sur ce plan de programme. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je le lise tout de suite maintenant, mais je pense qu'on va commencer tout de suite à parler de vous et aller plus loin sur la discussion, et après peut-être qu'on reviendra sur le plan de programme. Donc on va commencer par Mathilde, du coup. Mathilde Tessier, je t'en prie. Florie l'a dit tout à l'heure, moi je suis co-responsable de la commission énergie de Europe Écologie Les Verts. J'ai un parcours en ingénierie et en économie de l'énergie. Il se trouve que je fête l'anniversaire de ma soutenance de fin d'études aujourd'hui même. Et j'ai commencé suite à ça une thèse aux mines de Paris sur la question de la transition énergétique et plus particulièrement comment on peut intégrer les questions d'acceptabilité sociale des énergies dans les scénarios de prospective énergétique. Voilà, pour faire ça. Merci. François-Marie. Donc moi, professionnellement, je suis chercheur en climatologie. Ça fait 25 ans que je fais ça. Moi, j'ai fait ma thèse il y a plus de 25 ans en fait. Donc on n'est pas du tout de la même génération. Mais donc voilà, donc je fais des recherches sur le climat, puis même maintenant je suis directeur adjoint de mon laboratoire, donc je fais mi-temps recherche, mi-temps administration du labo. Et donc les questions énergétiques, c'est pas dans un cadre professionnel que je les fais, c'est simplement parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Parce que moi je suis persuadé de la réalité du changement climatique et de la réalité du danger du changement climatique, et donc je cherche des solutions, en tout cas des choses qui vont dans le bon sens. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis plutôt arrivé à la conclusion que le nucléaire c'était une chance pour la France, que le nucléaire c'est pas forcément bon pour tous les pays. Mais en tout cas, quand je vois qu'on est en train d'entamer la sortie du nucléaire en France, je trouve ça absolument désastreux par rapport aux objectifs climatiques qu'on s'est fixés. D'accord. Ça pose les bases du débat. Est-ce que, parce que du coup, on a un membre d'un parti politique ici présent qui se positionne assez durement contre le nucléaire, oui. Contre le nucléaire. Toi, tu as été nommé responsable de la commission énergie cet été, avec comme volonté, en tout cas, peut-être de rediscuter cette position-là, ou pas du tout, ou tu as changé d'avis C'est un débat qu'on a eu, parce qu'en fait, il se trouve que si le mouvement climat est anti-nucléaire depuis longtemps, il y a des gens dans le mouvement climat qui commencent à se poser la question de est-ce que vraiment c'est opportun de sortir du nucléaire ou pas. Et donc du coup forcément c'est un débat qu'on a eu longuement sur les listes. On a dû un peu réfréner parce qu'il y avait trop de mails et qu'on n'a pas forcément la même organisation que vous. Donc en termes de, ça faisait beaucoup trop de mails dans nos boîtes mail et par jour, mais donc on n'a pas forcément plus que ça abordé le sujet, et aujourd'hui le parti est encore anti-nucléaire et probablement avec des motions qui ont des raisons un peu vieilles. Du coup là vous allez avoir un congrès, vous n'allez pas du tout changer d'avis. Il n'y a pas de motion ponctuelle sur le nucléaire en congrès. Donc ça reste fixé. Ouais, après on a des conseils fédéraux régulièrement qui permettent d'adopter des motions ponctuelles par la suite.
Donc éventuellement, si on a envie de réécrire une motion ponctuelle sur ce sujet-là, ce sera une possibilité. Et donc, j'ai lu que en Finlande, le parti un peu équivalent de vous avait dit que finalement le nucléaire c'était une bonne chose du fait pour les raisons que vous avez données, pour les raisons de changement climatique. Donc ça montre qu'il y a au moins un parti en Europe qui s'était positionné sur des aspects anti-nucléaires jusqu'à présent et qui a changé d'avis assez récemment. Changer d'avis n'importe quand. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est une question de. Après, je n'ai pas trop suivi exactement quelle était la position des parlementaires sur le sujet, mais c'est. Après, c'est pas les mêmes non plus, le même mix énergétique de base et les mêmes questions qui se posent. C'est pas la même question. Donc a priori, vous êtes encore plutôt opposé à ça. Bon, la question que nous on se pose surtout au Parti Pirate, c'est la question de comment on fait en fait concrètement pour sortir des énergies carbonées. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est la consommation d'énergie carbonée, la consommation de matières fossiles et la production de particules fines ou la production de CO2. Et actuellement, les scénarios qui sont proposés nous obligent, nous contraignent à retourner sur une énergie qui serait carbonée. Est-ce que finalement le nucléaire c'est pas vraiment une solution plutôt intéressante? En fait, je pense que nous on est anti-nucléaire depuis la fondation du parti, mais parce que ça a été fondé par le mouvement anti-nucléaire. Et il se trouve que c'est une question que cette question-là, je me la suis beaucoup posée quand j'ai fait mes études en économie de l'énergie, où effectivement on m'a un peu présenté le nucléaire comme une solution miracle et tout ça, et je me suis dit mais pourquoi alors le mouvement politique auquel j'appartiens est anti-nucléaire si vraiment c'est aussi bien que ça. Et donc j'ai pas mal creusé, et il y a d'une part la question du risque nucléaire qui est un sujet. On peut avoir de longues discussions sur la probabilité ou non d'avoir un accident, quelle est la probabilité, etc. Mais le fait est qu'il y a quand même un certain nombre de Français qui ont peur de ce risque-là. Et après, c'est la question de quel risque on accepte de prendre par rapport à cette énergie-là. Et c'est pas juste une question technique en termes chiffrés, c'est une question qui est finalement presque émotionnelle de à quel moment on prend en compte la peur des gens, à quel moment on prend en compte ce que ressentent les gens par rapport à l'énergie et qu'est-ce qu'on en fait. Donc moi c'est une des raisons, et puis après il y a la question des déchets qui est un autre débat sur lequel on pourrait s'appesantir longtemps, mais on va en parler. Alors, vous avez parlé de solution miracle. Pour moi, le nucléaire, c'est pas une solution miracle. Enfin, moi, j'ai jamais dit que le nucléaire était une solution miracle. Et la preuve, c'est que la France a beau avoir 80% de son électricité qui est faite avec le nucléaire, la France émet encore beaucoup trop de gaz à effet de serre. Donc, ça montre bien que ça ne suffit pas. Et en fait, quand on regarde un petit peu la France, qu'on compare la France aux autres pays un petit peu similaires, ce qu'on voit, c'est que pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, on voit qu'effectivement sur l'électricité, la France est relativement exemplaire, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup mieux que la plupart des autres pays. Mais par contre, pour tout le reste, pour l'industrie, pour les transports, pour le chauffage, on est complètement comme les autres. Donc finalement, aujourd'hui, quand on parle de transition énergétique et de nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est là-dessus qu'il faudrait se concentrer. Or, quand on parle finalement de transition énergétique en France, on dit finalement, à la fin, le seul truc concret, c'est « Ah, donc il faut diminuer la part du nucléaire ». On devrait se concentrer sur tout le reste. Et ça va être un énorme effort. C'est-à-dire, vouloir remplacer tout ce qui est énergie fossile dans les transports, dans le chauffage, ça va déjà être extrêmement difficile. Donc si en plus on se met comme difficulté, si en plus on se met comme contrainte, il faut aussi sortir du nucléaire, ça va être impossible. Enfin, déjà à la base, sortir du fossile, ça va être extrêmement difficile, mais sortir du fossile et du nucléaire, moi je n'y crois pas une seconde. Alors ensuite, vous avez parlé du risque et de la peur des gens. Je veux dire, il ne faut pas nier le risque nucléaire, mais je pense quand même que la perception du risque dans le public, elle est entretenue par un certain nombre de gens qui sont anti-nucléaires et qui, du coup, sortent des trucs que je considère comme étant des mensonges. Et effectivement, la peur des gens, elle est beaucoup due à des mensonges qui sont donnés.
Et donc moi j'essaye de faire de la pédagogie pour expliquer que la radioactivité c'est un truc qui est d'abord naturel, que manifestement on vit très bien avec, alors qu'on est entouré de radioactivité. On a dans notre corps, chaque seconde dans notre corps, il y a plusieurs milliers de désintégrations radioactives complètement naturelles. Et donc les gens qui cherchent à faire peur avec 10 becquerels, avec 10 désintégrations, ce sont pour moi des gens qui manipulent l'opinion. Et la peur des gens sur le nucléaire est due, pour moi, à ces manipulations d'opinion. Alors j'ai une question sur Twitch, c'est intéressant. Aujourd'hui, si on sort du conflit nucléaire anti-nucléaire, quels seraient les outils les plus rapides pour agir sur notre production de gaz à effet de serre? Si on oublie la question de la production. Oublions la question du nucléaire 5 minutes. Je pense que pour moi, il y a une chose qui est absolument essentielle, c'est de travailler sur l'isolation des logements. Parce que ça permet de faire baisser les consommations assez vite. Et effectivement, François-Marie Briand en a parlé, il y a toute la question de comment on décarbone les transports, l'industrie, etc. Et je pense que c'est surtout sur la question de la demande qu'il faut agir plutôt que sur la production, parce que nécessairement, si on fait baisser la demande, on va faire baisser la production et donc du coup, ce sera moins carboné aussi. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais quand même, si je peux me permettre, vous avez oublié la sobriété. Oui. Parce qu'on peut quand même commencer par avoir une vie plus sobre. Une vie plus sobre, ça veut dire faire moins de kilomètres, ça veut dire avoir des surfaces de logement qui sont plus petites, ça veut dire ne pas prendre l'avion, ça veut dire manger moins de viande. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Donc pour moi, j'aurais tendance à mettre en avant la sobriété, et puis ensuite, tout ce que vous avez dit sur l'efficacité énergétique, avoir des voitures plus performantes pour les kilomètres qu'on a encore à faire. Et puis à la fin, pour le reste, pour moi, c'est l'électrification. L'électrification, ça veut dire avoir des voitures électriques, ça veut dire faire du chauffage avec des pompes à chaleur, ça veut dire aussi on peut faire de l'électrification dans l'industrie, mais tout ça à condition d'avoir une électricité qui est pas carbonée. Donc voilà, pour moi, les trois choses, sobriété, efficacité et électrification non carbonée. Donc le non carboné, ça implique aussi, parce qu'on a parlé de solutions comme Power to Gas par exemple. Power to Gas, c'est une solution qui peut être intéressante, même si c'est de la production carbonée, mais ça reste sous cloche en fait. L'intérêt du Power to Gas, en fait, c'est les gens qui mettent le Power to Gas en avant, c'est généralement les gens qui défendent les énergies renouvelables qui ont le défaut d'être intermittentes, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elles produisent peu et des moments où elles produisent beaucoup. Et donc, on va dire que, les jours, si on met énormément d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques en France, il y a des moments où la production va dépasser, en fait, le besoin. Et donc, à ce moment-là, plutôt que de jeter cette électricité qui est produite, on peut produire du gaz de synthèse, grâce à cette énergie disponible. Et ensuite, ce gaz de synthèse, il peut être utilisé soit directement sous forme de gaz, typiquement pour les transports, mais aussi pour le chauffage, ou alors en étant brûlé pour refaire de l'électricité. Mais là, le problème de ce deuxième truc, c'est que, de cette deuxième manière, c'est que l'efficacité n'est pas très bonne, le rendement n'est pas très bon, le rendement total de la chaîne n'est pas très bon. Donc le power to gas, très bien, mais il faut d'abord du power. Donc la question est de savoir comment on fait de ce power. Il faut produire de l'énergie de toute façon. De toute façon, à un moment, il faut produire de l'électricité. On a parlé aussi beaucoup de Astrid dans nos débats. Donc Astrid, c'est un système. Alors, tu l'as dit tout à l'heure. Un réacteur de 4e génération. Réacteur à neutrons rapide. Un réacteur à neutrons rapide, RNR, du coup, ça j'ai retenu. Le projet a été abandonné. Est-ce que c'est bien ou pas bien d'avoir abandonné ce projet? Parce que finalement, ça diminue la quantité de déchets. Ou est-ce que, votre avis sur ce sujet-là? Alors, d'un point de vue très politique, nous on s'est réjouis de l'abandon, en tout cas la plupart des porte-paroles du parti se sont réjouis de l'abandon d'Astrid et une partie du mouvement anti-nucléaire aussi. Après, moi dans ces choix-là, je me pose toujours la question de quel est l'intérêt aussi en termes de recherche fondamentale et d'application qu'on peut avoir. Et on pourrait parler de la fusion aussi. Pour moi, c'est des choses qui peuvent permettre d'avancer la science, et du coup, quand on se réjouit d'un truc comme ça nous fait vite passer pour des gens contre le progrès, etc. Après, il faut se poser la question de l'opportunité d'investir dans des trucs qu'on n'arrivait pas à faire avancer depuis
40 ans. Et je pense qu'il y a pas mal de projets pour lesquels c'est comme ça. On met de l'argent pendant des années et des années, et puis on n'a pas les résultats attendus. Est-ce qu'il y a un moment, il faut prendre la décision d'arrêter? Non, il se trouve que là, on a arrêté. Alors, je suis pas... Excusez-moi, laissez finir Mathilde. Ouais. À moi, Oui, j'étais... T'as fini? Ok, donc je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les réacteurs à induction rapide, c'est plus de la recherche fondamentale. En fait, le premier réacteur à fabriquer de l'électricité dans le monde, c'était déjà un réacteur à neutrons rapides. Ensuite, en France, on a eu Phénix, qui est un réacteur à neutrons rapides qui a fonctionné pendant 40 ans. Et puis, on a eu Super Phénix, qui est un réacteur à neutrons rapides qui a eu quelques problèmes, mais qui a aussi fonctionné pendant des durées assez longues. Et aujourd'hui, il y a deux réacteurs à neutrons rapides qui existent déjà en Russie, qui fonctionnent en Russie. Donc, si on décide que ce qu'on veut, c'est faire des neutrons rapides, je n'ai absolument aucun doute qu'on va savoir le faire. C'est-à-dire ça a déjà fonctionné. Alors que, effectivement, la fusion, on parle d'ITER, de la fusion, qui est là pour le coup une techno qui est très différente, là pour le coup ça n'a jamais marché, et moi je ne vois pas ça pour ce siècle-là. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes. Alors l'intérêt des neutrons rapides, donc effectivement ça permet de réduire un petit peu les déchets, mais le gros avantage des réacteurs à neutrons rapides, c'est que ça permet de brûler l'ensemble de l'uranium. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les réacteurs classiques, on n'utilise que même pas 1% de l'uranium. Il y a un peu deux types d'uranium, je ne veux pas rentrer dans les détails, deux types d'isotopes. Et aujourd'hui, on ne sait brûler dans les réacteurs classiques qu'on a en France seulement moins de 1% de ça. Du coup, se pose le problème de la ressource. C'est-à-dire que si effectivement il y avait un énorme développement du nucléaire dans le monde, quelque chose que je souhaite personnellement, on va avoir à ce moment-là un problème de ressources d'uranium. Maintenant, si on développe à la place de réacteurs ceux qu'on a aujourd'hui, donc qui sont de réacteurs de deuxième ou troisième génération, si le développement du nucléaire dans le monde se fait avec des réacteurs à neutrons rapides, à ce moment-là, ça multiplie la ressource en uranium par plus de 100, et à ce moment-là, on n'a pas de problème pour les 10 000 prochaines années. Donc c'est ça, d'abord, pour moi, l'intérêt des réacteurs à neutrons rapides. On peut parler des déchets, mais pour moi, c'est une seconde raison. La première, c'est vraiment, si on veut faire du nucléaire durable, c'est nécessairement avec des réacteurs à neutrons rapides. Là, on me dit que tu as oublié Rhapsody. Je ne vais pas tous les citer non plus. Ça c'est fait. Et on me parle de ITER qui est rentable en énergie. Qui est quoi? Rentable en énergie. ITER a commencé. ITER, C'est en phase d'expérience, mais... Non, il est en phase de construction. Il y a le premier plasma à ouest, mais l'ouest, il n'est pas censé être rentable. D'accord. C'est effectivement ce ITER. que j'ai entendu aussi. Donc on a une question on reviendra sur la question des déchets. De toute façon, à un moment, on va en parler vraiment parce que CIGEO est un vrai sujet. Mais il n'y a pas que celui-ci. Il y a une question là qui a été posée intéressante par Farox sur Twitch, qui est aujourd'hui ELV met en avant la production par éolienne avec Power to Gas dont on a déjà parlé. Par contre, il y a de nombreux blocages par les mouvements écologistes sur la mise en place de ces éoliennes. Aucune éolienne en Alsace, par exemple. Comment se positionne ELV sur le sujet? Et la question a été complétée, donc je complète du coup par Tahirial, qui dit celle du transport de l'électricité, donc la question du transport de l'électricité des régions les plus venteuses vers le reste du pays. L'Allemagne est confrontée à ce problème avec une opposition forte des écologistes aux nouvelles lignes, très haute tension. Donc la question est posée là vraiment à nos amis écologistes. Sur la diversité du mouvement écologiste voilà. Et de son positionnement sur l'éolien. On est pour le développement de toutes les énergies renouvelables, parce que de toute façon, c'est pas tenable d'être à la fois anti-énergie fossile, anti-nucléaire et anti-énergie renouvelable. À part s'isoler dans une grotte, je vois pas ce qu'on peut faire. Donc effectivement, on est pour l'éolien, mais il y a un certain nombre de réticences à l'installation d'éoliennes dans pas mal d'endroits. Souvent parce qu'on a des industriels qui arrivent et qui imposent leurs projets. Ce qui est montré dans la littérature, parce que c'est un peu un sujet de thèse, l'acceptation des énergies, c'est justement que quand on fait des énergies citoyennes et des projets citoyens, il y a une meilleure acceptation des projets. Et effectivement, quand c'est plus intéressant, sur la question du transport, j'embraye sur la question du transport, c'est effectivement en Allemagne, ils ont un cas particulier où l'essentiel de la production éolienne est dans le nord de l'Allemagne et l'essentiel de la consommation
et dans le sud, enfin, dans la Ruhr, où c'est un endroit très industriel. Et effectivement, c'est super problématique parce qu'il y a une énorme opposition aux lignes à haute tension. On peut aussi, nous, faire une transition qui sera éventuellement plus intelligente, où on arrive à avoir de la production qui est plus proche des lieux de consommation. Et ça revient aussi, je pense, sur l'argument de la sobriété. Consommer l'énergie là où elle est, et pas forcément aller faire des éoliennes très très loin de là où on a besoin d'électricité. Il y aura toujours le problème de l'intermittence, c'est-à-dire que généralement il y a des régions, enfin partout, il y a des moments où il n'y a pas de vent, et donc comment est-ce qu'on gère ça? Et généralement la réponse qu'on nous donne c'est ah mais il y a toujours du vent quelque part, et si c'est ça la solution, c'est-à-dire qu'il y a toujours du vent quelque part, mais donc il faut quand même amener l'électricité de cette région où il y a du vent vers l'endroit. Donc pour moi je vois quand même une contradiction là, avec le fait de dire. Vous ne l'avez pas dit, hein, je suis désolé, mais c'est quand même quelque chose que j'ai souvent entendu dire, que le problème de l'intermittence va être réglé justement par les interconnexions, et de dire qu'on ne va pas avoir besoin d'interconnexion. Je suis d'accord sur la du coup, si vous dites on va essayer de consommer local, à ce moment-là, si c'est uniquement local, le problème de l'intermittence, vous l'avez à fond, quoi. Il y a des jours où il y a zéro vent, dans un endroit donné, il y a zéro vent et il n'y a pas de soleil non plus, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Après, je pense que ce qui est important, c'est de diversifier le mix, de ne pas dire que... Donc on fait quoi en plus alors? Ça peut être de la géothermie par exemple, ça peut être des énergies marines dans les endroits proches de la mer. Enfin, il y a quand même... Souvent quand on parle d'énergie renouvelable, on se résume à l'éolien et au solaire, et en fait il y a d'autres possibilités. Je l'entends. Vous l'avez pas dit, mais je l'entends beaucoup. Ouais, mais les autres possibilités, si elles ne se développent pas, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Je veux dire, si on a commencé à faire les énergies marines que vous venez de citer, je veux dire, il y a eu des tentatives de mettre une hydrolienne au large de la Bretagne, et puis le truc s'est arrêté parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas, quoi. Et il n'y aura pas du tout les besoins. Et puis en plus, vous avez quand même le problème que vous allez, enfin, si on dit oui, ce qu'il faut c'est un mixte, ça veut dire qu'il va falloir des éoliennes pour les jours où il y a du vent, il va falloir de la géothermie pour les jours où il n'y a pas de vent, et puis le truc, quoi. Donc c'est finalement à la fin le système global avec des moyens de production, de stockage qui s'empilent, le tout, si on fait le total. Ça coûte, là pour le coup, ça coûte extrêmement cher, quoi. Parce que voilà, c'est pas juste une éolienne, c'est l'éolienne plus l'unité qui va de power to gaz, plus l'unité de géothermie, plus l'unité qui va brûler le gaz le jour où il y en a pas de vent. Et là, je sais pas, vous me dites que vous faites l'économie de l'énergie, ce qu'il faut, c'est quantifier, compter un petit peu l'ensemble de ces moyens. Et donc c'est pas juste le coût de l'éolienne au mégawattheure, quoi. C'est le coût de l'éolienne au mégawattheure, mais plus le coût du système qui va fonctionner pour les jours où il n'y a pas de vent. Oui, alors du coup, parce que là c'est un vrai sujet par rapport à l'Alsace par exemple, parce que bon, j'ai vécu en Alsace un peu, et effectivement en Alsace, les éoliennes, les écologistes sont contre, la géothermie, les écologistes sont contre, et il n'y a pas la mer en Alsace. Et Fessenheim, les locaux étaient pour, mais au niveau national, la pression a été suffisamment forte pour dire on va fermer Fessenheim. Voilà. Ce qui pour moi est une aberration. Oui, c'est une erreur. Enfin, là pour le coup, après avoir débattu, pour moi qui suis j'étais vraiment contre le nucléaire, mais là j'avoue que concernant l'Alsace, la situation étant tellement inextricable à ce niveau-là, je comprends pas en fait. Pourquoi? Alors qu'on nous a expliqué aussi que Fessenheim pouvait durer plus longtemps. Donc pourquoi? C'est vraiment la pression sociale, c'est l'opinion publique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des accords électoraux, c'est que le gouvernement il a envie que les Verts aient un accord bienveillant avec le gouvernement. Donc c'est un accord de marché, c'est un accord de... C'est pas fait les accords électoraux avec les Verts. Mais typiquement, quand la fermeture de Fessenheim a été décidée, ça commence à faire un paquet d'années, c'était quand même... Mais c'est vrai. C'était 2012, non? C'était 2013. Ouais, c'était un accord, non, avec l'entrée des Verts au gouvernement. Il y avait eu un premier accord en 2012 programmatique qui était sur la réduction nucléaire beaucoup plus que ce qu'on a actuellement. Bizarrement, qui ne s'est pas passé.
Et il y a eu quand même la décision, heureusement, et puis après il y a eu la décision effectivement de fermer Fessenheim. À la base c'était à la condition d'ouvrir l'EPR. Enfin, c'était fermer Fessenheim au moment où l'EPR serait ouvert. Et comme l'EPR rencontre des retards, ils se sont dit on va quand même fermer Fessenheim parce que ça tient pas. Je sais pas quel a été l'arbitrage final Elle doit passer là-dessus. sa visite décennale, donc c'est soit on la ferme, soit on fait passer la visite décennale, donc on la ferme pas. Nous, on fait les choses. Ça doit être ça. Il y a une autre question aussi qu'on a vite fait aborder là dans vos discussions, c'est la question de l'emprise au sol en fait. Parce qu'on parle de nucléaire, on parle de solaire, on parle d'éolien. Il y a un avantage indéniable avec l'énergie nucléaire, c'est la taille de la centrale nucléaire comparée à la production qu'elle va apporter en énergie. Quand on compare, alors j'ai pas les chiffres en tête et je les ai notés quelque part, mais quand on compare la production à égalité de production, l'emprise au sol de l'éolien et du solaire comparée à celle du nucléaire est quand même monstrueuse. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus d'espace pour produire autant d'énergie avec de l'éolien ou avec du solaire qu'avec une centrale nucléaire. Comment est-ce qu'on fait concrètement sur un territoire comme la France où on n'a pas non plus des masses d'espace, alors à moins d'aller produire de l'énergie de l'autre côté de l'Atlantique, mais ça va être compliqué pour la faire revenir en France après. Mais comment concrètement on répond à cette question-là si on sort du nucléaire pour produire de l'énergie avec l'énergie renouvelable? Alors, par exemple, sur les questions du solaire, on n'est pas obligé de prendre une emprise au sol qui va être hyper importante. Enfin, on a des possibilités de le mettre sur les toits, de le mettre sur des hangars, des choses comme ça. Et surtout, il y a la question du co-usage. On ne peut pas du tout faire dans une centrale nucléaire. Il y a une centrale nucléaire, on ne peut pas rentrer dedans, etc. Sur les solaires, il y avait cet état où je me mettais des verres, une personne qui faisait du pâturage sous les panneaux solaires. Donc ces questions, et ça permettait à la fois de ne pas utiliser d'engins mécaniques pour désherber autour des panneaux solaires, et en même temps ça permettait au troupeau, soit de chèvres, soit de brebis de la personne, de pouvoir s'alimenter. Et du coup je trouve que ça permet d'avoir des réflexions autres sur la question des co-usages et comment quelle relation aussi on a à nos modes de production et comment on peut vivre à côté et vivre avec. Je pense que la problématique n'est pas la même pour l'éolien et pour le solaire. Je pense que pour l'éolien, on peut vraiment faire des cultures en dessous des éoliennes. Donc, par contre, on ne peut pas mettre d'habitation à proximité. Donc le problème il est plutôt là. Mais personnellement, je ne mets pas cet argument en avant pour l'éolien, parce que je pense qu'effectivement, on peut faire pas mal de choses en parallèle. Par contre, pour le solaire, je ne suis pas tellement d'accord là. Et tiens, il y a un chiffre qui est vraiment intéressant. Vous savez tous que suite à la catastrophe de Fukushima, il y a eu une grande surface qui a été déclarée comme interdite, plusieurs centaines de kilomètres carrés. Et en fait, si on couvrait l'ensemble de cette surface par des panneaux solaires, ça produirait quand même moins d'énergie que ce que produit la centrale. Donc effectivement, il y a un très très gros problème d'usage des surfaces avec les panneaux solaires. Alors effectivement, on peut trouver quelques applications de niche où on va dire on va faire du pâturage, mais c'est plus un truc de niche, il ne faut pas rêver. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, quand vous mettez un champ de panneaux solaires, vous ne faites rien d'autre à ce moment-là. Et donc pour moi, c'est un argument de plus. Mais à nouveau, l'énorme problème des énergies renouvelables, éolien et photovoltaïques, c'est l'intermittence. Le jour où on saura gérer cette intermittence, le jour où on aura inventé un moyen de stockage de l'énergie pas trop cher, efficace et compagnie, je changerai d'avis. C'est ça le problème. Tant qu'on ne sait pas stocker l'électricité, c'est ça le problème principal. Ok, donc les problèmes d'espace, des choses comme ça existent aussi. On peut les mettre en avant, mais c'est pas le problème majeur, quoi. Il y a aussi le problème de la production de batteries du coup qui nécessite énormément de ressources. C'est le stockage. C'est le stockage du coup qui est nécessaire pour les énergies non renouvelables, mais aussi autant pour le stockage que pour la production d'énergie renouvelable. Il y a aussi la question des métaux rares, en fait, des ressources que ça demande. Pareil à ce niveau-là, nous on se pose la question, en fait, on se demande si passer aux énergies renouvelables ne nécessiterait pas finalement plus de métaux précieux, de métaux rares,
et de béton que de continuer, enfin en tout cas d'utiliser du nucléaire. Mais c'est déjà vrai, hors le problème de l'intermittence. Hein. Rien que, enfin je veux dire, une éolienne, enfin le nombre de tonnes de béton et d'acier et de métaux rares par térawattheure est nettement plus grand pour les éoliennes que pour le nucléaire. Après, je sais que sur les éoliennes et le solaire, il y a quand même une filière en développement pour justement essayer de se passer des métaux rares parce qu'on est conscient qu'il y a un problème par rapport à ça. Et il y a aussi des filières de recyclage derrière pour ne pas être obligé d'être tout le temps en train d'extraire ces métaux rares. Enfin, béton-acier, c'est toujours là quand même. Oui. C'est pas. Moi, quand je fais des présentations sur le nucléaire, enfin pour dire pourquoi moi je crois au développement du nucléaire, je dis que le nucléaire c'est très écologique. Et c'est quoi la définition d'être écologique? C'est d'être sobre justement en matériaux, en surface, de manière générale. Et quand on regarde au térawattheure produit, le nucléaire est extrêmement sobre en comparaison à toutes les autres énergies. Donc là, on me dit que le béton, c'est l'industrie la plus polluante du monde avec 10% des émissions équivalentes CO2 mondiales. C'est pas 10%. C'est pas négligeable, mais c'est pas 10%. Non, c'est très loin des 10%, c'est plutôt, l'ordre de grandeur, il est plutôt à 1%, voire un peu moins. Donc on a une question plus politique. Aujourd'hui, le vrai défaut du nucléaire, ce serait finalement pas le coût humain de la récupération du combustible dans les pays en guerre, dans les situations assez négatives. Donc ça serait plutôt une question pour François Marie, du coup. Donc l'uranium, donc qui est la ressource du nucléaire, enfin le combustible c'est l'uranium. L'intérêt de l'uranium par rapport un des intérêts de l'uranium par rapport aux ressources fossiles, c'est qu'il est beaucoup mieux réparti dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que les anti-nucléaires mettent souvent en avant le fait qu'il y a une exploitation au Niger, mais il y a aussi dans le monde, il y a aussi beaucoup d'uranium au Kazakhstan, il y a aussi beaucoup d'uranium au Canada, il y a beaucoup d'uranium en Australie. Et donc on voit qu'il y a quand même des pays parfaitement démocratiques où ça se fait. Et quelque chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, une grosse partie de l'uranium qui est extrait dans le monde, et quand je dis une grosse partie, c'est plusieurs dizaines de pourcents, n'est plus fait dans les mines, mais avec une technique où on injecte un fluide dans le sous-sol, le fluide dissout l'uranium et on récupère le fluide en sortie qui remonte qu'on pompe à la surface. Donc vous n'avez plus de mineurs en fait. Donc par exemple au Kazakhstan, qui est devenu un des plus gros producteurs d'uranium dans le monde, c'est comme ça que c'est fait. Donc là, pour le coup, l'exposition des mineurs, 0. Et donc ça, c'est le truc qui est appelé à se développer. Donc finalement, là aussi, le coût des mineurs, quand je regarde en comparaison à ce qu'on fait, et puis le dernier avantage, c'est que l'énergie nucléaire, c'est un truc qui est tellement concentré qu'il faut beaucoup moins de matière qu'avec le charbon, qu'avec le charbon, point. Donc finalement, pour moi, c'est pas un problème. Donc par rapport à ce sujet-là, je suppose qu'au niveau des écologistes, vous avez un argumentaire assez complet sur l'extraction d'uranium dans les pays. Oui, après, j'étais pas forcément au courant de cette technologie. D'accord. Alors, on parle d'une technologie de recherche, d'extraction de l'uranium, de l'eau de mer, en fait, c'est ça aussi qui serait pas du tout au point, mais... En fait, il y a énormément. C'est très peu concentré, mais puisqu'il y a beaucoup d'eau de mer, à la fin, il y a énormément d'uranium dans l'eau de mer. Simplement, elle est très peu concentrée. Donc si un jour on a des problèmes de ressources sur Terre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui ne sera pas le cas dans les 100 prochaines années, on peut envisager de développer des techniques pour extraire cet uranium qui est dans la mer. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher par rapport à la mine, donc finalement il y a assez peu de recherches qui sont faites dessus, mais là aussi c'est un truc qu'on pourra peut-être faire un jour. Peut-être. Mais peut-être, et à nouveau, si on passe au réacteur à neutrons rapides dont on a parlé tout à l'heure, on n'aura pas besoin de ça. Alors, est-ce qu'on va peut-être parler de la question des déchets finalement? Parce qu'on a encore survolé cette question-là pendant un petit moment là, mais... Donc on s'est posé nous la question CIGEO, finalement il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'arguments contre, il y a beaucoup d'arguments pour. On se dit au Parti Pirate que finalement c'est un mal pour un bien, parce qu'aujourd'hui le stockage des déchets il se fait soit sous mer, soit à ciel ouvert, et peut-être que, enfin même pas à ciel ouvert, parce que le déchet actuellement touche sous la mer. Non, pas sous la mer. Sous la mer, il n'y en a pas? Ah, d'accord. Il n'y a pas de... Dans les années 70 ou 60, ouais, il y en a j'étais certain, mais c'est un truc qui a arrêté depuis au moins 40 ans. Je vivais à côté de la Cogéma, du coup,
l'usine de retraitement de déchets là-bas, et on nous disait régulièrement, ouais, il y en a peut-être quelques-uns dans l'eau. Du coup, si c'est plus le cas aujourd'hui, tant mieux. Ça nous évitera d'avoir des poissons à 3 yeux, n'est-ce pas? Donc la question du CIGEO, elle est intéressante, étant donné que ce que j'ai compris du coup, c'est que les travaux auraient lieu jusqu'en 2156. En vrai, ce qui va se passer en 2156, c'est qu'on va remplir CIGEO, et c'est la durée de remplissage de cette fosse en fait jusqu'en 2156. Et c'est à ce moment-là qu'on va complètement couvrir de manière définitive entre guillemets. C'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas si c'est juste. Mathilde, tu sais ou... Alors, moi, je suis absolument pas spécialiste de la question des déchets et du traitement des déchets nucléaires. Alors, vous avez utilisé des termes qui sont, à mon avis, pas bons du tout. Vous avez D'accord. parlé de fausses et parlé de ça couvrir. Un trou dans le fond, et de couvrir la faute. Non, il faut plutôt, enfin, l'analogie, c'est plutôt une mise, c'est-à-dire qu'on fait un trou vertical et ensuite on a des galeries horizontales par-dessus et on met les trucs dans les galeries et on referme les galeries. Donc, en surface, qu'est-ce qu'on voit en surface? On voit simplement les bâtiments et puis le puits où on commence par lequel on descend les choses. Donc, il ne faut pas imaginer un truc à ciel ouvert où on met les trucs au fond et puis après on met de la terre par-dessus. Alors simplement, bon, si je prends 5 minutes pour expliquer un peu, d'abord on a parlé de déchets nucléaires et puis ensuite on a parlé de CIGEO. En fait, CIGEO c'est une toute petite partie des déchets nucléaires, mais c'est les plus radioactifs et donc c'est ceux qui concentrent 99% de la radioactivité. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a d'autres types de déchets, mais qui, puisque justement ils sont peu radioactifs, ils ne posent pas du tout les mêmes problèmes, donc on peut les mettre, là pour le coup, on peut les mettre comme tu décrivais en surface, et puis on recouvre de terre, et puis on pense que ça ne va pas poser de problème. Donc CIGEO, effectivement, l'idée c'est essentiellement les déchets les plus radioactifs, donc c'est les trucs qui sortent des réacteurs nucléaires. Hein. Après, donc c'est le combustible usé. Le combustible usé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène à La Hague, et puis on fait du tri sélectif. Ce qui normalement est un truc qui plaît bien aux gens, c'est-à-dire que le tri sélectif, on va dire, bon, tiens, l'uranium, on va le mettre d'un côté, parce que peut-être qu'on pourra le réutiliser un jour, et puis en plus, c'est pas trop radioactif, donc on va le gérer d'une certaine manière. On va mettre le plutonium d'un côté. Le plutonium, c'est un truc qui est un peu emmerdant, parce que ça a une durée de vie un peu intermédiaire. Je veux dire, on sait qu'on l'a pendant 10 000 ans, mais en plus, ça crache à mort. C'est extrêmement, le plutonium, c'est quand même un truc qui est extrêmement radioactif. Et puis, il y a des trucs un peu différents qui ont des durées de vie qui sont beaucoup plus longues. Donc, on fait un petit peu cette séparation en trois. Et puis, c'est les derniers dont j'ai parlé, donc on sait qu'ils ont des durées de vie assez longues, on sait qu'ils sont quand même, ça crache la mort. Hein. Un colis de déchets radioactifs où on a retiré justement l'uranium et le plutonium, c'est super dangereux, quoi. Je veux dire, il faut pas se mettre à côté. Par contre, je veux dire, c'est un truc qui est dans une matrice en verre, donc ça ne va pas bouger, quoi. On est certain que ça ne va pas bouger pendant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Donc c'est relativement facile à manipuler avec des robots, il n'y a pas tellement de risques. Enfin, le risque, il suffit de ne pas s'en approcher. Et donc simplement, puisque c'est un truc qu'on n'a pas envie de laisser aux générations futures, on n'a pas envie de leur demander de gérer ce genre de truc, donc l'idée c'est de le mettre dans une couche choisie, une couche qui est parfaitement étanche, et excuse-moi si je trompe un peu, donc la couche est choisie, et donc on sait que si on met les déchets à cet endroit-là, eh ben, ils vont y rester pendant plusieurs centaines de milliers d'années. C'est assez les géologues qui nous disent ça. Cette couche d'argile, elle est là depuis plusieurs dizaines de millions d'années. Il n'y a pas du tout de raison qu'elle bouge pendant les prochaines centaines de milliers d'années. Donc, à titre personnel, quand les gens qui me disent « Ah, mais les déchets », moi, je sais pas, j'ai pas de problème, j'ai aucun problème éthique avec les déchets, à condition qu'on les laisse pas en surface. J'aurais un problème éthique à les laisser en surface, parce que d'une certaine manière, je demande aux générations futures de s'en occuper, alors que mettre les déchets à 400 mètres de profondeur, un endroit parfaitement étanche et rebouché, et demander à personne de s'en occuper, et je sais que ça ne sera pas en contact avec la biosphère, donc je sais qu'il n'y aura pas de pollution, personnellement, je n'ai aucun problème avec ça. Donc les opposants sont plutôt défavorables, enfin à Bure en tout cas, les opposants, leur sujet c'est que cette mine, du coup, serait construite à côté d'une nappe phréatique, ou en tout cas à côté de l'eau potable. C'est des conneries. Non mais sérieusement, non mais le coup de dire le problème, enfin les déchets radioactifs qu'on va mettre dans la couche d'argile à 400 mètres de profondeur, ça va contaminer la nappe phréatique, ce sont des conneries. Ça, il faut le dire très clairement.
Du coup, les écologistes, comment vous considérez, du coup, parce qu'il y a quand même des déchets au niveau du nucléaire, la production du nucléaire a produit des déchets de toute façon. S'il y a 40 ans, vous étiez opposé à la production du nucléaire, à la production d'énergie nucléaire, aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de gérer ces déchets. C'est quoi aujourd'hui les solutions d'Europe Écologie Les Verts sur ce sujet-là? Alors, effectivement, ce qui est pas mal mis en avant, c'est tout ce qui est stockage en subsurface, sur la question des déchets. Après, moi, je pense qu'on n'a pas officiellement de position sur CIGEO, mais effectivement, les copains qui sont là-bas sont assez opposés pour pas mal de raisons. Et il y a surtout la question de la réversibilité, où le projet a été vendu comme réversible dans la communication, et il y a vraiment, je pense, aussi ce sujet-là sur CIGEO qui fait débat. Mais après, moi, c'est un truc autant le nucléaire, avant les déchets, je me suis pas mal renseignée sur la question des déchets en eux-mêmes, c'est un truc que je maîtrise moins. En fait, c'est un problème qu'on a repéré aussi, nous, dans notre débat, c'est la question du déchet. Plusieurs fois, les pirates se sont dit, mais parce que nous, on aime bien ce que les écologistes font d'une manière générale, on regarde un peu quand même d'assez près. On est assez proche au niveau européen, on est dans le même groupe que les écologistes au niveau européen, donc on est forcément obligé à un moment de se renseigner. Et puis moi-même, j'étais avant chez Europe Écologie Les Verts, j'en suis partie. Mais c'est un fait. Donc du coup, on suit un peu les débats des écologistes, et les pirates, régulièrement, pendant les débats sur la transition énergétique, se sont posé la question de comment est-ce que les écologistes voyaient les déchets nucléaires, finalement, parce qu'il y en a. Donc il faut les traiter à un moment, et on peut être opposé au nucléaire, mais à un moment, il faut quand même qu'on trouve des solutions pour sortir au moins gérer nos déchets, vu qu'ils existent. Et je suis un peu déçue parce que là, j'ai pas ma réponse. Ouais, là, enfin, tu me corrigeras si je dis bêtise, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que la position des Verts, c'est plutôt il faut les laisser en subsurface pour deux raisons. D'une part, parce que c'est un endroit où on peut les surveiller, alors que si on les met en profondeur, on ne peut pas les surveiller. Et l'autre raison, c'est que peut-être que dans 100 ans, on trouvera une meilleure méthode que celle qui est envisagée pour CIGEO, et que donc, si on les laisse en surface, on pourra appliquer la dite méthode en surface. Et à titre personnel, je suis contre ça pour deux raisons. D'une part, parce que justement, on demande finalement de ne pas faire un choix aujourd'hui, c'est demander aux générations futures de s'en occuper, au minimum de faire un choix qu'on n'a pas eu le courage de faire. Et d'autre part, quand on dit peut-être qu'on trouvera une meilleure solution, moi, la solution de mettre les trucs à 500 mètres de profondeur dans une couche d'énergie, pour moi, c'est une bonne solution. Je n'identifie aucun problème à cette solution. Donc je ne vois pas comment on peut avoir une meilleure solution que ça, en fait. Non plus. Après, je pense que... qui est une expérience justement qui montre que le stockage en profondeur, ça marche. En fait, il y a un réacteur nucléaire, il y a de l'uranium qui a commencé à fissionner à l'intérieur en souterrain. Et en fait, donc il y a eu un réacteur nucléaire, et c'était il y a quelques millions d'années. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça a bien été géré. Pas mal de millions quand même. Oui. Mais que ça a bien été géré, que les isotopes ne peuvent pas migrer vers ce genre de choses. Donc ça montre qu'en fait, la solution de CIGEO, c'est quelque chose qui a déjà été éprouvé naturellement, entre guillemets, c'est des choses qui marchent. Alors, excusez-moi, mais c'était pas des couches argileuses. Donc alors peut-être qu'elles sont stables dans le temps, mais bon, on ne sait pas ce que l'avenir va dire, parce que c'est des choses qui ont tendance à soit augmenter de taille avec l'humidité, etc. Donc il peut y avoir des changements dans la structure de l'argile. Pour le coup, cette argile n'a pas, j'avais discuté avec les géologues, elle n'a pas bougé depuis des millions d'années. Bon, il faut être extract. Mais après, si tu dis aux gens qu'ils ont une centrale nucléaire non contrôlée en dessous de leurs pieds, ça va pas. Sauf que là, c'est pas une centrale nucléaire. Il n'y a plus de réaction en chaîne. Dans une centrale nucléaire, pourquoi tu produis de l'énergie? C'est parce que tu as de la réaction en chaîne. Là, quand tu as des déchets, tu n'as plus de réaction en chaîne. Tu as encore des trucs qui se désintègrent naturellement, mais tu n'as pas ce qui se passe dans une réaction nucléaire. Et puis, très franchement, moi, si tu me dis j'ai une centrale nucléaire à 500 mètres sous mes pieds, mais ça ne me pose aucun problème. Je veux dire, 500 mètres de terre, quand tu as 1 mètre de béton, normalement, ou 2 mètres de béton, tu absorbes le rayonnement et donc tu es en sécurité. Donc t'imagines 500 mètres de terre. Donc, moi, je n'ai aucun problème à avoir une centrale nucléaire même des déchets nucléaires à 500 mètres sous mes pieds, ça ne me pose aucun problème.
Et il n'y a pas que moi qui dis ça, parce que tous les géologues qui ont travaillé la question, enfin ça fait plus de 10 ans qu'il y a vraiment des spécialistes, des géologues, des spécialistes de la chimie qui regardent ça, et leur conclusion c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc qui sommes-nous pour leur dire vous êtes gourés, c'est pas vrai quoi. Après, je pense que il y a justement, effectivement, si on est super au courant de ce qui se passe, on peut tirer des conclusions qui sont scientifiques en disant bon bah moi ça ne pose pas de problème. La question derrière, c'est finalement il y a énormément de gens qui n'ont pas l'éducation nécessaire pour prendre les, enfin, pas pour prendre les décisions, mais pour se faire cet avis d'expert. Et comment on communique par rapport à ça. Et je pense qu'il y a le mot nucléaire qui vraiment fait peur. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un mouvement nucléaire qui est anti-nucléaire, qui est important, et qu'il y a une opposition à CIGEO, c'est que ce mot nucléaire il fait peur, parce que quand on pense nucléaire, on pense à nucléaire, Tchernobyl, etc. quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un héritage sociétal de ce mot-là qui fait peur, et du coup qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore anti-nucléaires. Donc je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je pense qu'il y a quand même, il ne faut pas nier que les gens ont peur parce qu'on leur fait peur aussi. Typiquement là, cet été, tu as une association anti-nucléaire qui a vachement communiqué autour du fait qu'on avait trouvé 400 becquerels par litre de tritium dans la Loire. Tu vois, ils ont fait, et il y a eu plein de gens qui ont eu peur, il y a eu plein de gens qui se sont posé la question, est-ce que je dois encore boire mon eau, des choses comme ça, quoi. Alors que 400 becquerels par litre de tritium, c'est absolument pas un problème. La limite de potabilité, c'est 10 000. Et encore, c'est une limite qui est franchement... Donc, si les gens ont peur, c'est aussi parce qu'il y a des associations qui leur disent, mais regarde, enfin, qui alimentent cette peur. Et moi, ça me met hors de moi. Et il y a un exemple qui, pour moi, est extrêmement révélateur. Je pense que tout le monde est persuadé, enfin 90% des Français sont persuadés qu'on leur a menti au moment du nuage de Tchernobyl. C'est-à-dire qu'on leur a dit, tout le monde est persuadé, tiens, le gouvernement nous a dit que le nuage était arrêté à la frontière. Tiens, je ne sais pas dans cette salle, mais c'est quand même un truc qui est hyper classique. Et pourtant, le gouvernement n'a jamais dit ça. Là, pour le coup, c'est un sujet que je connais extrêmement bien, et justement, le gouvernement a dit, le nuage est passé, il n'y a pas d'impact sur la santé. Et il y a un grand nombre d'associations avec un agenda antinucléaire qui ont dit on vous a menti, on vous a menti, on vous a menti, et ça montre bien que vous ne pouvez pas faire confiance au gouvernement sur le nucléaire. Et donc, moi je dis que justement la population a peur du nucléaire, la population ne fait pas confiance aux autorités, pas pour des bonnes raisons, mais parce que justement il y a un certain nombre d'associations, Greenpeace en particulier, qui leur mentent au quotidien. Ouais, je vais intervenir là-dessus parce qu'il se trouve que moi j'habitais en Bourgogne à l'époque du nuage de Tchernobyl, et en fait le souci c'était surtout qu'on nous a dit le nuage est passé, il n'y a pas de problème pour la santé, mais ne mangez pas ci, ne mangez pas ça, ne mangez pas de champignons, ne mangez pas... Alors forcément je pense que les gens aussi ils se sont dit on nous dit que c'est pas mauvais pour la santé, que tout va bien, mais quand même il faut quand même pas manger les champignons, il faut pas... Mais qui vous a dit de ne pas manger des trucs A priori, enfin nous c'était des arrêtés préfectoraux qui ont interdit de ramasser les champignons, etc. pendant un certain nombre de mois. Donc on ne peut pas nous dire à la fois que ce n'est pas mauvais pour la santé et à la fois nous dire de ne pas faire ça. Donc je pense que c'est ça qui cause un problème dans le fait que les gens ils ont peur aussi. C'est qu'ils ont des informations contradictoires. Ouais, enfin, on peut te dire, quand on te dit le nuage est là, c'est pas un problème pour la santé, ça veut dire tu peux continuer à sortir dehors. Et c'est pas un problème, tu n'es pas obligé de rester chez toi. Et puis effectivement, avoir certaines limitations sur des produits en particulier, personnellement, ça me paraît pas contradictoire. Et enfin, des limitations sur les... Moi, à ma connaissance, il y avait uniquement eu des limitations sur des épinards en Alsace, justement, parce que c'est une zone qui avait été fortement touchée. Mais je suis un peu surpris que tu dises qu'il y a eu des arrêtés pour pas manger d'autres trucs. À vérifier. Mais on va se retrouver facilement, c'est l'avantage. Mais en tout cas, les gens qui disent, enfin, il y a 90% de la population qui est persuadée qu'on leur a dit que le nuage s'était arrêté à la frontière, et ça, c'est juste un mensonge qui a été entretenu
par un certain nombre de gens et qui continue à être entretenu par un certain nombre de gens. Je suis désolé de vous dire que votre numéro 2 aux européennes, Michel Rivasi, est le choix. C'est une catastrophe. Il y a plein de trucs avec les batteries Comment est-ce que vous avez pu nommer cette femme numéro 2 sur autisme? Alors, on peut avoir un long débat de comment Michel Rivasi est arrivé numéro 2 sur l'autisme. Non, il y a, plus sérieusement, moi j'ai quand même eu pas mal de... Enfin, il me semble que cette expression de nuage qui s'est arrêté à la frontière a été effectivement prononcée, pas par un membre du gouvernement, mais par un journaliste. C'est dans ce que j'avais lu, il y a pas mal... Pour dénoncer le mensonge du gouvernement. Oui, effectivement, il y a pas mal de gens. Ça a été une corrélation du truc. C'est comme si le nuage était arrêté à la frontière parce qu'il y avait assez peu d'infos qui étaient communiquées. Mais sur toute cette. Moi, je sais pas s'il y a des gens d'entre vous qui ont vu la série de Tchernobyl qui est sortie cet été. Moi, j'ai découvert ce qui s'était passé parce que j'étais pas née en 86. Et donc du coup, j'ai vraiment, et je pense qu'on a aussi toute une, enfin, ma génération a pas du tout connu Tchernobyl, et en voyant cette série, je me suis dit, ah ouais, mais quand même, on nous a caché des trucs, mais pas forcément le gouvernement français, et donc forcément, il y a des choses qui se sont passées sans que la population soit au courant. Non mais qu'on cachait des choses pendant l'Union soviétique, c'était sur le nucléaire, mais sur plein d'autres choses aussi, quoi. Sur Tchernobyl, si je peux vous conseiller une très très bonne série qui s'appelle Tchernobyl justement. Ouais, c'est ça dont je viens d'en parler. Pardon, du coup, non parce qu'en fait, on va pas parler de Rivasi aujourd'hui. Voilà, c'est difficile pour tout le monde. On a été anti-champignons, donc j'ai regardé sur l'Obs notamment. Effectivement, il y a eu certains arrêtés parce qu'il y a eu des poches de contamination sur certains endroits. Qui ont fait que notamment c'est dans les bolets où il y avait une contamination principalement là-dedans et qu'ils arrivaient à bien les capter. Et donc sur certaines poches, en effet, il y a eu des arrêts. D'accord, merci. Merci Alexandre. Il y avait des sujets aussi sur... maintenant moi j'habite dans les Alpes-Maritimes et il y a des sujets aussi dans le Mercantour il me semble, et sur pas mal de légumes à feuilles larges où il y a eu pas mal de sujets sur rétention d'eau, ouais, après j'ai pas plus les détails, c'est les anciens du parti. On va revenir sur le sujet si ça vous ennuie pas, parce que du coup c'est intéressant, mais c'est toujours très intéressant de toute façon, mais c'est pas vraiment le sujet d'origine. Donc la question de Buche qui nous demande, c'est pseudo, voilà, Buche, tu me regardes, qui nous demande comment la transition énergétique, concernant la transition énergétique, peut-on revenir sur la proportion des énergies fossiles présentes en France hors production électrique? Il me semble que c'est 5% actuellement, ou non, c'est pas ça? S'il dit hors production électrique, c'est-à-dire on oublie l'électricité. C'est 60%, je crois, un truc comme ça. Hors production électrique, c'est presque tout. C'est presque tout, ok. Oui, parce que du coup, on a les voitures, enfin les transports. C'est essentiellement l'essence pour les transports et le gaz pour le chauffage. Ouais, c'est ça, ok. Donc c'est monstrueux en fait, finalement. Donc oui, hors électricité, alors il reste juste le bois. Oui. Il y a le bois, il y a des gens qui se chauffent avec du bois. C'est la seule source, enfin hors électricité, c'est la seule source d'énergie qui sont non fossiles. Je voulais ajouter quelque chose. Du coup, ils veulent t'entendre en fait. J'aimerais bien t'entendre aussi. Effectivement, sur la question. C'est vrai qu'on souvent on se focalise sur la question du nucléaire quand on parle de transition énergétique. Et une des questions de réflexion qui m'est venue pendant mes 6 heures de train pour venir ici, parce que je fais beaucoup c'était justement la question, on parle tout le temps de transition énergétique et en fait c'est comme si on partait en vacances et qu'on disait mais comment on va en vacances, et qu'on ne posait pas la question de l'endroit où on va en vacances, et finalement la transition énergétique ne se pose jamais la question de vers où on veut et vers quel, et la question qui est derrière c'est quel modèle de société on veut aussi, et pour moi, il faut d'abord répondre à cette question-là de quel modèle de société on veut et quelle est l'énergie qui va permettre à cette société de fonctionner pour ensuite dessiner la trajectoire de est-ce que oui ou non on sort du nucléaire, comment on sort des fossiles, etc. Mais en
en fait, j'ai l'impression que beaucoup dans les débats, on parle de cette transition sans avoir un objectif clair de là où on va. Et probablement, on n'a pas forcément la même représentation de la société, non, en 2050 ou en 2050. C'est marrant que tu dises ça parce que ça me parle beaucoup pour le coup. Sur le débat justement qu'on a actuellement au Parti Pirate sur la question de la transition énergétique, on a mis en avant là sur un des amendements qu'on a proposé la question du transport et la question de la transition des transports. Bonjour. La question de la transition aussi au niveau des transports individuels. Parce que je pense qu'il ne faut pas se contenter seulement de changer nos méthodes de transport, juste se dire on va passer d'une voiture thermique à une voiture électrique, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Il y a la question aussi de l'autosolisme, du partage des voitures, du partage des transports en commun, de la valorisation des transports en commun, mais des transports en commun doux, on va dire, donc éviter l'avion le plus possible, à part si on est contraint et forcé, mais donc le train. Sachant que depuis le début du siècle dernier, le train a énormément périclité en France et aujourd'hui, mis à part en mettant en place une énorme politique de valorisation du train et de reconstruction des lignes, ça va être très compliqué de sortir de l'ère de la voiture finalement. Donc la transition énergétique, comme tu le dis très justement, et là c'est pour ça que moi j'aimerais bien que les débats au sein du Parti Pirate, c'est pour ça qu'on est là aussi, n'est-ce pas, j'aimerais bien que les débats au sein du Parti Pirate ils aillent dans cette direction-là, qu'on ne se limite pas simplement à la question de la transition énergétique nucléaire ou thermique ou énergie renouvelable ou carbone, etc. Mais qu'on réfléchisse aussi à réduire la consommation, ce que disait François-Marie aussi au début de la discussion, c'était réduire la consommation. Ça doit s'accompagner de ça, en fait, réduire la consommation d'énergie fossile, réduire la consommation même d'énergie globalement, mettre en place, mettre en place des systèmes de voitures partagées ou d'autopartage ou de pas simplement aller travailler en voiture, mais peut-être y aller plutôt en vélo, préférer le transport en vélo. Il y avait une étude qui avait été publiée, je crois, il y a 2 ans ou l'année dernière, qui disait que 50% des trajets de moins de 1 km étaient effectués en voiture, ce que je trouve complètement hallucinant. C'est possible. Moi, je comprends pas. Oui, il y a mais je suis pas sûr que ce soit vrai. Il y a surtout un énorme pourcentage des trajets en voiture qui sont faits pour des trajets de moins de 10 ou 20 km. C'est surtout ça aussi dans ce sens-là. Mais en fait, ça pose la question de l'organisation des territoires. Alors moi, j'habite donc dans les Alpes-Maritimes et je travaille sur la technopole de Sophia Antiponis, où ça a été construit comme une technopole où il n'y a pas d'habitation autour. Alors maintenant, il y en a, mais à la base, il n'y en avait pas. Donc ce qui veut dire que les gens habitent à Nice et habitent à Antibes et prennent leur voiture tous les jours. Je vois qu'il y a des connaisseurs dans la salle des bus Sophia Antiponis Nice. Et justement, ça pose vraiment cette question. On était dans une situation de toute voiture. Je prends ma voiture le matin, je la pose pour aller au travail et on ne réfléchit pas. Et aujourd'hui, l'organisation des transports en commun à Antibes est juste catastrophique. Mais on n'a même pas de possibilité de savoir quand le prochain bus arrive, quoi. Si c'était garanti. Non, mais justement, là je parle de ce que je connais le mieux parce que c'est là que je le vis depuis un an, mais c'est partout, dans toutes les zones qui ne sont pas, qui sont pas Paris, une ville, et qu'on veut aller d'un territoire à un autre, c'est juste le transport en commun. Quand il n'y a pas de ligne de train, en fait, quand on sort de la côte dans les Alpes-Maritimes, il n'y a plus de train, il n'y a plus de transport en commun, et on est obligé d'avoir une voiture. On a le même problème à Limoges, j'ai vécu à Limoges, c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'on a des bus qui vont tous vers le centre en fait, et il n'y a rien qui fait la périphérie, donc pour aller à quelque part à peut-être 5 ou 6 km de chez soi, on doit prendre un bus pour aller vers le centre et après aller à 5 ou 6 km de chez soi, mais sur la périphérie. Et ça c'est fait exprès en fait, parce qu'à Limoges pendant longtemps ils avaient des trams, Limoges est une ville très vallonnée. Pendant longtemps, ils avaient des trams comme un peu à San Francisco qui montaient, qui descendaient, etc. Et il n'y a pas très longtemps, ils en ont reparlé, les écologistes justement voulaient remettre un peu de tram dans la ville. Et c'était une mairie socialiste qui a été tenue pendant 100 ans. Ça a été socialiste pendant 100 ans, là maintenant c'est passé à droite. Et qui nous avait dit, qui avait répondu à cette époque-là, parce que j'avais commencé chez les Verts à Limoges du coup, qui nous avait répondu que non, de toute façon le tram dans une ville vallonnée ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc il y a effectivement une désinformation. Mais là c'est assez monstrueux parce qu'on connaît tous San Francisco, je suppose. J'espère que non. Mais
on a tous vu des films qui Voilà, ça on connaît au moins maintenant grâce à Internet, n'est-ce pas? D'ailleurs, parlons-en d'Internet, parce qu'on parle aussi d'énergie, de consommation d'énergie. Là, aujourd'hui, on a 2 ordinateurs connectés à Internet, on est... Donc, c'est monstrueux. Mais finalement, justement, avec cette évolution de la société qui va aller de plus en plus utiliser justement de l'électricité pour sauvegarder des données sur Internet, sur des serveurs, et qui du coup utilisent tous de l'énergie et utilisent tous de l'électricité. Comment on en sort finalement, puisqu'on va de plus en plus avoir besoin d'électricité. Enfin, moi je veux pas en sortir, hein, et aussi, enfin là tu montres des côtés éventuellement négatifs. On peut se dire est-ce que c'est vraiment bien la peine de stocker ces photos sur un serveur cloud qui ressemble. Enfin, Internet ça permet aussi à des gens d'assister à la réunion aujourd'hui sans avoir besoin de se déplacer. Donc potentiellement c'est quand même favorable pour ça. Ça permet aussi à des gens de faire du télétravail. Donc ça permet de faire des vidéoconférences. Donc ça a aussi un côté positif sur la consommation d'énergie. Et je pense vraiment que le coup de dire, la transition énergétique, donc ça veut dire qu'il faut consommer moins d'énergie, très bien, je suis assez d'accord avec ça. On a un besoin, il faut être tout seul pour consommer moins d'énergie. Mais consommer moins d'énergie, ça ne veut pas nécessairement dire consommer moins d'électricité. Parce que, je veux dire, émettre moins de gaz à effet de serre, ça veut dire essentiellement un transfert de là où on utilise des combustibles fossiles, essentiellement du gaz de l'essence, vers quelque chose où on utilise de l'électricité. Donc ça repose la question, comment est-ce qu'on fabrique une électricité abondante, hein, parce qu'il faut quand même que cette électricité, elle soit relativement bon marché, et surtout qu'elle soit disponible au moment où on en a besoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas si la personne peut faire du télétravail, c'est parce qu'elle sait que son ordinateur il va fonctionner, elle pourra être à la maison et avoir du réseau en même temps. Si on te dit, ouais, mais il y a une chance sur 2 pour qu'il y ait des coupures de courant ce jour-là, et donc si tu veux, pour être sûr que tu puisses assister à la réunion, il faut vraiment que tu viennes, ben, c'est plus possible. Donc ça veut vraiment dire qu'il faut que cette fiabilité de l'électricité, c'est quelque chose qui est essentiel à sa réussite. Après, je crois que la grande partie de la bande passante et des données Internet ne sont pas utilisées pour du télétravail, mais plutôt pour aller regarder des vidéos sur YouTube et Netflix, notamment des vidéos chatons. Donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur notre... Non, mais ça m'étonnerait qu'une part significative soit pour des vidéos de chatons. Okay. J'ai besoin d'un truc. Si tu parlais du porno, là... Si vous allez dans la spécification du genre ou quelconque, il y a une partie significative actuellement de la consommation de données sur Internet et donc de la consommation d'énergie due à l'utilisation d'Internet qui est liée au streaming de vidéos. Oui, ça on est d'accord. Oui, non, mais il n'y a aucun doute. Mais c'est très significatif, c'est-à-dire que c'est même tellement monstrueux qu'on se pose la question justement de Netflix qui produit et qui consomme énormément. Mais à nouveau, si ça consomme de l'électricité et que cette électricité elle émet pas de CO2 comme c'est le cas en France, moi ça me pose pas de problème, c'est pas là-dessus que j'ai envie de mettre l'accent. Donc j'ai pas envie de parler de ça en fait. J'ai envie de parler des trucs qui émettent du dioxyde de carbone. Et donc j'ai pas envie qu'on se distrait par des trucs qui certes pourront devenir importants le jour où on aura éliminé tout le reste, mais aujourd'hui c'est pas la priorité. Donc aujourd'hui concrètement, justement, en fait moi je trouve que c'est justement cet argument de moi j'ai juste envie de réfléchir à ce qui produit des émissions de carbone. On perd mais par rapport à la réflexion politique de l'écologie politique, on perd en fait en dimension parce qu'on se focalise sur un élément et derrière du coup on n'a pas une réflexion sociétale. Parce que derrière, effectivement, oui, on peut dire qu'on va tout passer sur de l'électrique ou le plus possible et essayer de faire la sobriété ailleurs, mais la question c'est comment on réfléchit nos modèles de société pour pouvoir permettre ça. Et du coup, la question de, bah oui, effectivement, quand je suis chez moi, je passe 2-3 heures à regarder des séries sur Netflix, comment on réfléchit ça et parce que voilà, c'est l'image de cette société de consommation où, du coup, si je réfléchis pas à l'impact que ça a sur derrière comment est produit mon énergie, que ce soit l'électricité ou autre chose, on n'a pas...
on fait ça pas intelligemment, et donc du coup, ça ne nous dérange pas de prendre la voiture pour aller chercher sa baguette de pain à 300 mètres. Quoi. Oui, mais alors justement, c'est que pardon, excusez-moi. C'est juste un petit peu de fact-checking. En effet, rapport de l'INSEE de 2017, 58,4% des trajets domicile-travail de moins d'1 kilomètre étaient faits en voiture. Et sur la totalité des trajets, on parle de 70% de trajets en voiture. Alors, il n'y a que deux, parce que, en fait, il y a des biais internes dans l'étude, ce qui fait qu'il y a certains gens qui emmènent leurs enfants à la crèche, ça compte pour un trajet d'1 kilomètre en voiture, alors qu'après ils font un trajet plus long. Non, mais c'est pour ça qu'il parlait. Non, mais l'étude l'INSEE en question, elle a un problème, c'est qu'elle prend le centre de la commune. Donc en fait, si tu vas de Paris à Paris, c'est compté comme 0 km puisque tu vas de Paris à Paris. Voilà, donc le truc simplifie le. J'avais vu cette étude qui avait été pas mal critiquée pour les arguments que tu viens de donner. Donc effectivement, ça biaise, ça exagère les distances courtes. Mais alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la voiture et qui pourraient s'en passer, ça c'est clair et net. Mais le jour où seuls les gens qui ont vraiment besoin de leur voiture la prendront, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas. Mais c'est une autre histoire. Et sur la sobriété des transmissions de données, ce qu'il faut voir, c'est que c'est extrêmement économe. Je sais pas, 1 kilomètre en voiture, ça représente des heures de vidéo en ligne. Enfin, il y a des proportions qui ne sont pas du tout comparables. Donc il y a ce qui coûte cher dans les transmissions de données, c'est l'établissement de l'infrastructure. Après, on a au contraire utilisé, une fois que l'infrastructure est déployée, on a au contraire intérêt à utiliser au mieux, quoi. Voilà, donc, faire les meilleures transmissions. Effectivement, si elle devient saturée parce que tout le monde regarde des conneries, c'est peut-être un peu dommage, mais multiplier le débit d'une liaison numérique par 10, ça implique de changer les émetteurs laser et les récepteurs aux extrémités, et ça coûte quasiment rien en fait. Donc, du coup, ça veut dire que le vrai problème, finalement, c'est les transports en voiture. Non, parce que le vrai, mais c'est un net problème, c'est un net problème ça. Si on prend les chiffres, effectivement, pour l'instant, le streaming internet par rapport à la consommation des voitures, c'est financier. Le problème, c'est que la consommation de données et la production de données à internet, elle a une croissance exponentielle. Et ça va poser un problème en amont. Donc il vaut mieux agir en amont plutôt que de prendre des mesures qui sont. Non, ça va très bien. Et j'ai l'impression qu'on change un peu, qu'on dévie du sujet qu'on m'avait vendu. Non, notre question, c'était vraiment, au départ, c'était la transition énergétique et la sortie des énergies carbonées. Voilà, le sujet de débat du départ. On a 50 personnes qui nous regardent actuellement sur Twitch et on arrive à la fin de ce qu'on avait prévu comme temps de débat parce qu'il est 15h53, j'avais dit jusqu'à 17h, mais jusqu'à 16h, ça c'est très bien. On peut ouvrir un petit peu plus les discussions maintenant entre nous et laisser le micro ouvert ou si vous avez des questions par rapport à tout ce qui vient d'être dit ou si vous avez des précisions. Bah oui, il y a des questions. Ouais, moi j'ai une question sur un truc que je trouve qu'on a évacué un petit peu vite, c'est la question des énergies marines. Il se trouve que moi j'habite à Brest et qu'à Brest on a une entreprise qui s'appelle DCNS Énergie Marine qui travaille beaucoup là-dessus, sur d'autres systèmes que juste les hydroliennes, sur des systèmes qui utilisent le marémoteur comme on utilisait autrefois avec les barrages liés aux marées sur la Rance, etc. Qui travaillent sur des petits systèmes qui utilisent aussi la houle, donc comme ça ressemble à des petits ordinateurs portables en fait, qui font flap, flap, flap comme ça et ça crée de l'électricité aussi, qui travaillent sur des choses notamment à La Réunion, qui utilisent aussi la hauteur des vagues, donc c'est des sortes de gros ballons qui sont posés sur la mer et en dessous qui actionnent un système qui crée aussi de l'électricité. Enfin, il y a tout un tas de trucs sur lesquels on réfléchit et on travaille, et ma question c'est est-ce que si tout l'argent ou au moins une partie de l'argent qu'on met sur l'EPR qu'on n'arrive toujours pas à fabriquer, sur la recherche, sur tel truc, une partie de cet argent on l'a basculé sur la recherche sur les énergies marines, sur la recherche sur le stockage, etc. Est-ce qu'on n'arriverait pas à sortir du nucléaire plus vite en répartissant un peu mieux l'argent qu'on donne sur la recherche? Enfin moi quand je vois tout l'argent qui passe dans l'EPR qui devrait être fini depuis je ne sais pas combien d'années, qui n'est toujours pas fini, qui a des problèmes en Finlande, qui a des problèmes dans plein d'autres pays, et que on voit qu'il y a tout un tas de chercheurs qui travaillent sur d'autres systèmes qui n'ont pas l'argent pour faire des recherches, ou pas autant pour pouvoir expérimenter de manière plus large ce qu'ils font, je m'interroge un peu.
Donc vous avez parlé du coût de l'EPR, là, donc effectivement, c'est une catastrophe économique ce truc-là. Hein, je veux dire, ça montre un petit peu la déchéance du tissu industriel en France. On n'est plus capable de faire ça, donc c'est une vraie catastrophe. Attends, si on regarde un petit peu, vous avez parlé quand même des coûts, on dit, tiens, tout cet argent, on n'aurait pas pu le mettre. Donc typiquement aujourd'hui, l'EPR, on parle de 12 milliards en une grosse dizaine d'années, hein, donc on a mis 1 milliard d'euros par an pour le moment en pure perte. Moi je continue à avoir l'espoir que l'EPR un jour ça va fonctionner, même si c'est pas écrit, hein. On verra bien. Attends, est-ce que vous savez combien on met sur les énergies renouvelables chaque année en France? Non, je parle de la recherche. Non, combien on met sur les énergies renouvelables en France aujourd'hui? 5 milliards. On met 5 milliards par an là. Donc on dit, merci, mais donc on dit, et avec, quel est l'impact aujourd'hui du fait d'avoir déployé des éoliennes et des panneaux photovoltaïques en France sur notre production d'électricité et sur notre empreinte carbone? Zéro. Donc les gens qui gueulent en disant c'est scandaleux d'avoir dépensé 12 milliards sur le PR, comment ça se fait qu'ils gueulent pas pour l'argent qui est un ordre de grandeur au-dessus sur les énergies renouvelables qui ne servent à rien? Tout cet argent qu'on met sur les énergies renouvelables qui n'ont aucun impact sur notre empreinte carbone, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis sur l'isolation? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis sur les pompes à chaleur? Alors ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup chez les écolos. Pourquoi on ne met pas d'argent dans la rénovation? Ouais. Et donc, je veux dire, aujourd'hui, mais si tu dis, enfin, comme celui qui était avant, celle dont il ne faut pas dire le nom, celui qui était tête de liste, Yannick Jadot. Yannick Jadot. C'est pas Donc Yannick Jadot qui dit c'est un scandale, on met de l'argent dans l'EPR, qu'alors que ça, on ferait mieux de mettre cet argent dans la rénovation énergétique. Très bien. Ouais, mais pourquoi il dit pas la même chose sur les éoliennes? Alors du coup, moi, ma question d'argent sur la recherche, c'est combien on a dépensé sur la recherche dans le nucléaire depuis qu'on fait de la recherche sur le nucléaire, et combien on a dépensé sur la recherche sur les énergies renouvelables depuis qu'on fait de la recherche. Du coup, déjà, il y avait un premier fact checking parce qu'en plus on en avait parlé au Parti Pirate justement. Il y avait eu un article qui était paru récemment, notamment sur l'énergie marine, au Brésil. Il y a eu tout un article qui a été fait où ils annonçaient 87 gigawatts. C'était une énorme connerie. Sauf qu'en fait, les 87 gigawatts, c'est si on met ça sur chaque mètre de côte au Brésil. Et à ce moment-là, ça fait 85 gigawatts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où on disait l'énergie marine va nous sauver. Ce qu'il faut lire dans l'article, c'est que oui, ils mettent ça en avant, mais ils précisent bien que c'est sur partout. Et c'est là où il y avait le problème des énergies marines qui peuvent marcher, mais qui, encore une fois, marchent très bien pour des villes ou pour des petites échelles. Mais dès qu'on parle pour des grandes échelles, c'est plus possible. Non, mais dis pas que ça marche bien pour les petites échelles, pour les petites villes. Je veux dire, là pour le coup, l'énergie que tu récupères par rapport à l'énergie dont tu as besoin pour construire ton matériel, pour l'entretenir, c'est ridicule. Ce truc-là, donc là, on parle de DIROI, tu vois, c'est le rapport entre l'énergie récupérée sur l'énergie mise. Il est juste pas acceptable pour ces énergies marines. Donc ça marche pas pour la grande échelle, mais ça marche pas pour la petite échelle. Alors, sauf effectivement la Rance, l'usine marémotrice de la Rance, hein, qui là, voilà, ça fait partie des grands programmes qu'on a eu en France dans les années 70. C'est un truc qui fonctionne avec quand même un certain nombre de problèmes environnementaux qu'il ne faut pas oublier. Hein. Je veux dire, le fait d'avoir barré complètement l'estuaire de la Rance, ce n'est pas complètement sans impact. Et puis de toute façon, c'est un site qui est très très particulier, avec une grande surface que tu pouvais barrer avec un barrage pas trop grand. Donc le nombre d'endroits où tu pourrais faire la même chose est assez limité, quoi. Et ensuite, moi l'argument, souvent on dit mais c'est à cause du nucléaire que les énergies renouvelables n'ont pas pu se développer. Moi, l'argument que je sors à chaque fois, c'est ok, il y a plein de pays dans le monde où il n'y a pas de nucléaire. Est-ce que les énergies renouvelables se sont plus développées? Et la réponse est non. D'accord? Donc, il ne faut pas dire que l'argument, c'est à cause du nucléaire que les énergies renouvelables n'ont pas pu se développer. C'est juste, j'allais dire débile, mais plutôt, c'est pas. Les faits ne le montrent pas. D'accord? Regardez autour de vous, c'est pas vrai, quoi. Alors, on me parle de 1 gigawatt. Un G-euro. Un giga-euro, 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Par an depuis 50 ans. Pour le nucléaire.
Pour la recherche sur le nucléaire. Pour la recherche sur le nucléaire, on me dit ça, alors je sais pas si c'est le bon chiffre. Je cherche aussi. Et on me Il y a eu dit, des résultats dans l'intermédiaire. et on me dit Ouais. 125 millions d'euros par an pour les énergies renouvelables. Et j'ai pas la durée, donc je sais pas. Enfin, c'est des chiffres que j'ai là, c'est Taïriane qui a donné des bons chiffres jusqu'à présent. Par contre, sur les 12,4 milliards, il faut se rendre compte que c'est pas de l'argent public qui est parti du tout. On peut arguer qu'avec la recapitalisation d'EDF, il y a 3 milliards à peu près qui sont partis, mais sinon les 12,4 milliards, c'est le fonds propre d'EDF. C'est pas l'argent de l'autre. Mais qu'il faudra bien payer un jour sur nos factures. Oui, Donc mais c'est quand même du vrai argent. Oui, Ah, c'est pas de l'argent après, c'est public. nous qui consommons. C'est de l'argent c'est payé privé par celui qui qu'on consomme, paiera mais c'est nous-mêmes, voilà. pas l'État qui. Mais tu as raison de dire, c'est pas de l'argent public au même sens. Strict sens. Ouais. Mais c'est quand même. Mais à la base, Enfin, c'est bon pour l'emploi. Hein. Fact-checking. J'ai pour le nucléaire, en attendant, depuis 1945, la France a mis 55 milliards dans la recherche sur le nucléaire. Donc on est à peu près à 1 milliard par an. Donc je cherche pour les éoliennes. Merci Taïréane, du coup, qui a donné les bons chiffres. Il y avait une question au fond là-bas. Alors juste pour rebondir sur les énergies marines, le Royaume-Uni investit beaucoup dedans, donc je pense que j'attends de voir quand même ce que ça va donner, parce que c'est quand même des montants conséquents qui sont en jeu, donc ça peut être quand même plus intéressant. Et après, la question peut-être du danger du nucléaire, d'explosion, je veux dire, on a eu 2 dans l'histoire, rien ne dit que ça ne va pas se passer en France un jour. Tchernobyl, tu peux dire que c'est pas l'explosion nucléaire. C'est pas le cœur qui est. Non, mais c'est pas l'explosion nucléaire, J'ai c'est pas dit que c'était l'explosion. l'explosion nucléaire, j'ai dit l'explosion, c'était l'hydrogène, mais C'est ça. donc il y a, je veux dire, il n'y a pas de raison que ça se passe pas en France. Alors je sais qu'on a de très bons ingénieurs, d'ailleurs qui sont ici présents aussi. Mais bon, quand on voit qu'on ne sait pas faire une soudure, bon, on peut se poser des questions. Donc je pose la question, est-ce qu'on va rester toujours sous cette menace d'un accident qui est possible et qui remet en cause le mode de vie de centaines de milliers de personnes, possiblement en fonction de l'emplacement. Et est-ce qu'en continuant dans le nucléaire à tout bout de champ, est-ce qu'on ne risque pas de ne pas prendre le virage vers des solutions qui justement n'ont plus ce risque et que en fait, le reste du monde passerait vers des énergies on va dire propres et sûres, et que nous on reste sur ce modèle qui comporte toujours un risque potentiel. Aujourd'hui, on n'a pas imaginé une manière de stocker l'électricité pour pouvoir compenser l'intermittence des renouvelables. Donc, si on se met aujourd'hui à développer ces renouvelables à fond, en pratique, qu'est-ce qui va se passer? On va développer des centrales au gaz à côté pour gérer cette intermittence. C'est ça, c'est une certitude, ce truc-là. Et d'ailleurs, ça a commencé. Il y a une nouvelle centrale au gaz qui est en construction en Bretagne. Donc, donc si on part là-dessus, on va augmenter nos émissions. Et moi, c'est ce que je ne veux pas. D'accord ? Le jour où on aura inventé, j'ai dit tout à l'heure, et je vais le répéter, le jour où on aura inventé un moyen de stockage, à ce moment-là, je suis prêt à changer d'opinion, parce que moi aussi, je préfère vivre dans un monde sans nucléaire qu'un monde avec nucléaire. Mais en même temps, par contre, je mets ma peur du changement climatique est plus forte que ma peur du nucléaire. Donc ma priorité, c'est de limiter les émissions de CO2. Et à nouveau, mais je suis prêt à changer le jour où on aura ça. Mais si on se lance à corps perdu vers ces énergies intermittentes, alors qu'on n'a pas le moyen de stockage, c'est la même chose que de sauter sans parachute d'un avion en se disant je vais avoir le temps de coudre mon parachute d'ici à ce que j'arrive en bas, quoi. Un bon couturier. Ça. Voilà. C'est une mauvaise entrepreneur, cela dit. Mais... sur la je pense que déjà il y a 2 questions. Il y a une question qui est parce que de toute façon un jour les centrales qu'on a aujourd'hui, le parc qu'on a actuellement, on va le fermer. Un jour, c'est pas demain, mais ça peut être dans 10, 20, 30 ans, selon ce que la SN nous autorise à faire et selon les décisions politiques qui seront prises. Donc la question c'est à quelle vitesse on ferme ces centrales-là et par quoi on la remplace. Et donc il y a des gens qui disent il faut qu'on la remplace par du nucléaire parce que c'est ce qu'on sait faire. Le PR peut nous permettre de douter de notre capacité à encore construire des centrales nucléaires. Donc pour moi c'est vraiment ça la réflexion qu'il faut avoir, et du coup c'est où est-ce qu'on met l'argent, parce que finalement c'est ça la question, c'est aujourd'hui on peut pas fermer toutes nos centrales nucléaires demain parce qu'on n'a pas les solutions de stockage,
Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette de l'argent pour trouver des solutions de stockage et qu'on forme les étudiants à ces questions d'énergie et d'énergie renouvelable et de stockage, parce qu'actuellement, dans les établissements français d'ingénierie, il n'y a pas de formation sur les renouvelables, ou quasiment pas. Voilà, la question finale, c'est vraiment où on met l'argent et du coup, quelle est notre priorité politique pour la suite. Et finalement, le débat c'est un faux débat finalement de dire si on ferme les centrales nucléaires bientôt, on ne sait pas faire. Non, effectivement, on ne sait pas faire. Mais si on ne met pas l'argent pour savoir faire, on ne saura jamais faire. Oui, enfin, à nouveau, il y a des pays où il n'y a pas de nucléaire. Je veux dire, en Allemagne, ils ont quand même un problème avec l'intermittence aujourd'hui. Déjà, il y a quand même pas mal, pratiquement tous les week-ends, maintenant, il y a des moments où il y a trop d'électricité en Allemagne, et du coup, il y a des tarifs négatifs. Donc aujourd'hui, en Allemagne, ils ont déjà ce problème d'intermittence. Et il n'y a pas de stockage ils n'ont pas inventé de stockage pour autant. Enfin, tu vois, la totalité des moyens de stockage, enfin hors barrage en Allemagne, c'est quelques secondes de consommation. En Allemagne, ils sont dans un plan hydrogène où ils développent pas mal d'hydrogène, à la fois pour la mobilité et pour l'industrie. Ils sont du coup de stocker aussi l'énergie. Ils sont dans un plan, mais aujourd'hui, il n'y a rien de concret. Donc moi, j'attends. On est dans le cas où ils sont en train de coudre leur parachute, quoi. Et ensuite, quand tu parlais de formation, oui, très bien, effectivement, il faut penser à la formation, mais de la même manière qu'on peut former les gens sur les énergies renouvelables, on peut aussi les former à faire des fouilles. Et je veux dire, et si... tout à fait juste. Et non, effectivement, c'est un choix. Et là, quand même, j'ai du mal à ce qu'on accepte qu'un truc qu'on a été capable de faire il y a 40 ans, on soit plus capable de le faire aujourd'hui. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de volonté. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que, je veux dire, les industriels, si on leur dit on va fabriquer un modèle unique et puis le prochain peut-être dans 10 ans, je veux dire, ils mettent pas en place justement la formation, ils mettent pas en place les outillages et tout pour faire un truc bien. Si par contre on disait aujourd'hui, bon bah ok, maintenant finalement c'est là qu'on veut aller, on va faire des EPR, on va faire un tous les 2 ans, et ben là il y a un tissu industriel qui va se former. Parce que justement il y aura une perspective. Mais la catastrophe pour moi dans le monde nucléaire aujourd'hui, c'est que justement il n'y a pas de perspective. Et d'ailleurs mes gamins aujourd'hui, s'ils me disent tiens papa, tu m'as convaincu, je vais peut-être aller faire des études en nucléaire. Bah aujourd'hui je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Je le regrette énormément. Mais l'État n'est pas capable de donner une direction claire. Et c'est ça aussi le problème, c'est que, et d'ailleurs, dans les centres de formation nucléaire, ils ont du mal à trouver des étudiants. Et je le comprends, il n'y a pas de cap clair. Mais par contre, moi, j'ai plutôt confiance en le génie, j'ai confiance en l'humain. Si on avait un cap clair, j'ai pas de doute qu'on réapprendrait à refaire ce genre de choses. Aucune raison de penser que, les Chinois sont capables de faire un truc, pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas capable de le faire? Surtout si c'est des trucs qu'on a fait il y a 50 ans. Donc voilà, effectivement, il y a un problème de volonté politique, mais le coup de dire on n'est plus capable de faire un EPR, ouais, peut-être qu'on n'est pas capable de le faire aujourd'hui, mais si on décide, allez, c'est là qu'on va, on saura le faire. Donc la Chine dont tu as parlé, bon après la Chine c'est un autre sujet, mais c'est un sujet aussi qui est intéressant, c'est que la Chine, ils ont une vraie urgence là-bas, ils ont de vrais problèmes pour le coup de rejet de carbone et de pollution. Pas plus que nous, hein. Enfin, le rejet de carbone. Il y a des brouillards là-bas. Rejet de carbone. Les émissions de carbone par personne, parce que c'est quand même les émissions par personne qui comptent. Mais les émissions de carbone par personne en Chine, elles sont un poil plus élevées que celles de la France. Mais il y a une concentration dans les grandes villes surtout. Non, mais attends. Le CO2, oui, mais du coup, c'est pas un problème de CO2. C'est un problème de pollution, c'est un problème de particules. C'est autre chose. Du coup, eux, ils ont quand même une vraie nécessité à un moment. Soit ils produisent leur électricité au charbon, soit ils produisent leur électricité autrement. Donc autrement aujourd'hui, et c'est pour ça la nécessité pour eux d'avoir le nucléaire, c'est que ça leur permet quand même de réduire énormément, drastiquement, leur production de particules fines et leur production de pollution finalement. Non mais ils ont fait, c'est en Chine qu'il y a la majorité des réacteurs nucléaires en construction aujourd'hui,
mais c'est aussi en Chine qu'il y a énormément de barrages qui sont construits pour faire de l'hydraulique, et c'est aussi en Chine qu'il y a énormément d'énergies renouvelables qui se construisent. Je veux dire, il y a une explosion du développement de la Chine, mais il ne faut surtout pas dire que c'est que dans le nucléaire qu'ils vont. Non, bien sûr, non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, Okay. non, mais alors aussi, c'est ce que vous avez compris, désolé, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais ça me semble être pour eux une alternative intéressante à justement la production carbonée. Pour nous aussi. Pour nous aussi. À nouveau. Contrairement à la Chine, il y a on pas en a 58 des réacteurs. En Chine, il y en a combien? Mais oui, mais on émet le français moyen, il émet encore 7 tonnes de CO2 par an. Donc nous aussi on a un problème. Oui, chef. Et donc... En plus, je t'ai bougé ton autocollant. C'est pas la même d'autres. C'est pas très écolo. On est parti pirate, Mathilde. Pardon, Il y avait une question. Alors, il y avait une question d'Arnoïd au fond de la salle, et après j'ai une autre question de Bûche. Je l'ai vu ta question, t'inquiète. Moi, c'est juste pour des précisions. Alors, juste un petit fact-checking sur le fait que les pays qui n'ont pas développé le nucléaire, ne font pas de recherche sur le non renouvelable, c'est faux. Alors, j'ai au moins 2 exemples en tête. C'est l'Islande. Bon, c'est un pays un peu particulier. Ils ont de la géothermie, ils ont de la chance. Et c'est l'Uruguay aussi. L'Uruguay, c'est 63% d'énergie non renouvelable. Alors, ils n'ont pas les mêmes besoins que nous. Énergie renouvelable, tu veux dire. Renouvelable, oui, C'est excusez-moi. énergie renouvelable. D'abord, je me permets de corriger ce que tu as dit. Tu as dit énergie alors que tu aurais dû dire électricité. Et ensuite, effectivement, ça dépend des pays. Les pays ont des géographies différentes. À ce moment-là, en Europe, il y a un pays qui est le pays le plus propre d'Europe, c'est la Norvège. Pour l'électricité, pas pour le reste. Mais évidemment, la Norvège, ils ne sont pas nombreux, ils ont des montagnes partout, et ils ont plein de précipitations. Donc évidemment, ils ne vont pas se gêner, ils vont faire que de l'hydraulique. Et d'ailleurs, c'est un argument que j'entends souvent, tiens, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, donc il faut diminuer la part du nucléaire en France. Avec l'argument, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est marrant parce que dans le même temps, il n'y a personne qui dit que la Norvège, c'est quand même pas bien d'avoir 95% d'hydraulique, c'est pas bien de mettre tous ces œufs dans le même panier, quoi. Hein, donc l'argument avoir tout d'un côté, bon, je veux dire, c'est pas un bon argument. Si c'est une bonne solution, il faut garder cette solution. Pourquoi je disais... Oui, et ensuite, c'est pas là ce que tu as décrit, qui est bien réel. Hein. Tu as des pays qui effectivement produisent une grosse partie de leur électricité avec du renouvelable, et c'est pas pour ça qu'ils font de la recherche. C'est-à-dire qu'ils ont industrialisé un truc qui fonctionne, et ils le font très bien. Pendant longtemps, je veux dire, on avait pas mal d'hydraulique, enfin on a toujours pas mal d'hydraulique en France. Pendant longtemps, on faisait plus d'électricité renouvelable en France qu'on le faisait en Allemagne, mais c'était pas de la recherche. Tu vois. Donc voilà, et c'est les pays que tu as cités, c'est pas de la recherche. D'accord. Et ils peuvent le faire parce qu'ils ont une géographie que nous n'avons pas. Tu ne vas pas imposer aux Pays-Bas de faire de l'hydraulique, quoi. On peut traiter. Ça Ça- marche moins bien. Pour en finir sur cette question, il faut aussi réfléchir au contexte économique des pays. Par exemple, l'Uruguay n'a pas d'industrie lourde, autant que je sache. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, Voilà, enfin, c'est ça. Besoin de nous, Donc, absolument. c'est ça. Donc, Mais ils ont déjà une impulsion qui va vers l'énergie moi, je veux renouvelable. dire, il ne faut pas que les pays se disent tiens, ce machin fait tant d'un TMX, donc c'est à moi de me Oui, sur cette ah bah, faut que chacun. C'était juste qu'il faut dire que la phrase si on ne fait pas de nucléaire, on ne fait pas non plus de recherche, enfin du coup, M. Franck a bien répondu, effectivement c'est pas de la recherche, mais enfin bon, c'était juste pour dire que ça me semblait un peu faux comme phrase. Voilà. Et juste un autre point, c'est sur les usines marémotrices, je reviens à la question de Madame tout à l'heure, parce que je me suis renseigné la semaine dernière dessus dans le cadre des débats au Parti Pirate, effectivement. Et il y a la Russie qui a c'est juste pour indication, il y a la Russie qui a un projet d'usine dans la baie de Panjin. La baie de Panjin à 87 gigawatts aussi, comme ce qu'on parle des flotteurs là. Bon après eux ils ont excuse-moi. Dans la baie de Benjin, attends, et donc 87 gigawatts en quoi avec quelle technique En marémotrice. 87 Bon, gigawatts, après, ils je ont- ne crois pas une seconde. Oui, alors moi aussi, c'est la Russie. C'est la Russie, C'est les Russes. hein. C'est les Russes. Mais après, il ne faut pas oublier qu'ils ont démarré à 13 mètres de différence entre le haut et le bas. Bah, comme à la Rance, quoi. C'est 13 mètres aussi. Oui, c'est Je une l'aurais grandeur. demandé, parce que moi j'ai regardé à Saint-Malo, on va 5 mètres, mais la Rance, je sais pas regardé.
La Rance c'est juste à côté de Saint-Malo, donc tu as la même. Alors, Et à Saint-Malo, le marnage maximum il est à 4 mètres. D'accord, ok. Mais après, la baie de Pangine permet d'avoir un très gros volume d'eau qui est stocké aussi, donc je pense que Mais le problème c'est que le dénivelé, il est pas, tu vois, ces trucs-là, le dénivelé n'est pas énorme. Hein. Et le problème de l'énergie gravitaire, c'est qu'elle n'est pas concentrée. Quoi. oui. Donc 87 gigawatts à vérifier. Alors c'est sous Wikipédia, c'est... Normalement c'est quelqu'un veut vérifier, il n'y a pas de problème parce qu'effectivement ce chiffre Voilà. Donc la question qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut avoir un avis sur les SMR, les Small Modular Reactors? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous avez un avis dessus? C'est des trucs, ils m'en envoient tout le temps. Les SMR, c'est en fait en France, on est parti sur des gros réacteurs avec des très grosses puissances. C'est adapté à un pays qui a un gros réseau électrique, qui peut transporter, où tu as une centrale qui va alimenter une dizaine de villes. Maintenant, ce n'est pas forcément adapté à des pays qui ont des besoins qui sont plus réduits. Et donc, on peut imaginer avoir un réacteur plus petit qui va juste alimenter la ville de, je sais pas moi, Dakar ou des choses comme ça, dans des pays où il n'y a pas les mêmes réseaux électriques, il n'y a pas les mêmes besoins. Donc, SMR, ça veut dire Small Modular Reactor. Donc, c'est un réacteur plus petit. Et l'idée, c'est plutôt de les construire en série. Donc éventuellement de gagner un peu sur les coûts parce que t'en fais plein. Donc, chacun je pense que voilà, on parle beaucoup de ça. Moi je pense qu'en France on a déjà notre réseau électrique qui est en place, on a déjà un besoin d'électricité qui est important. Enfin, partout sauf en Alsace. On a quand même des lignes, hein. Surtout qu'on a quand même des lignes. Non, mais en plus en Alsace, tu as quand même des lignes qui permettent d'échanger du courant avec l'Allemagne. Donc il y a quand même des gros échanges entre la France et l'Allemagne. En Bretagne. Les Allemands. Les Bretons qui n'ont pas voulu d'une centrale à Plogoff, ils sont bien embêtés. Pas de centrale, pas de ligne. Ça va être bien dur. Donc on m'a donné un chiffre, il y a 48 réacteurs en service en Chine, d'après les informations que j'ai d'une personne qui nous a donné plusieurs informations, 9 en construction, et il y aurait 345 projets de réacteurs nucléaires en Chine actuellement. Mais en même temps, ils sont plus nombreux. Oui. Voilà. Je vais essayer de remonter le fil des questions. Est-ce que, voilà, une question dans la salle ici. J'avais une question du coup pour Europe Écologie Les Verts dans le programme. Enfin, j'imagine que du coup vous pilonnez sur le fait qu'il faut respecter les accords de Paris. Mais du coup, comment vous faites? Vous avez justement appelé, ce qui est intéressant, c'est la trajectoire pour arriver à l'objectif. Qu'est-ce que vous prévoyez pour arriver à faire justement que chaque Français soit à 2 tonnes d'équivalent CO2 par année? Effectivement, il y a la question de la sobriété. Je pense que l'essentiel du programme d'Europe Écologie Les Verts, il se base sur sobriété, efficacité, et puis du coup, voilà, parce qu'on n'aime pas le nucléaire. Mais voilà, c'est essentiellement ça. Donc, changer les modes de transport, développer plus les modes doux et les transports en commun. Pouvoir faire en sorte aussi que sur les coûts de la vie, etc., on puisse habiter plus proche de son travail. Parce que par exemple, en région parisienne, c'est un vrai problème où comme le prix du mètre carré est tellement élevé, c'est pas possible d'habiter à côté de son lieu de travail. Donc si on travaille dessus, ça permet de limiter les distances et donc du coup de limiter l'émission carbone, favoriser les alternatives à la viande, et puis après il y a tout ce qui est sur les questions d'aviation, pouvoir développer plus le train et notamment remettre en place les trains de nuit. Ça c'était une de nos grosses propositions au niveau européen, c'est pouvoir redévelopper les trains de nuit pour pouvoir éviter de prendre l'avion si on a envie de voyager globalement. Donc c'est une vision complètement différente de la société. Absolument. Il faut vraiment tout prendre en considération et pas simplement se contenter de regarder par le bout de la fin de l'énergie. C'est ça. Juste ça en fait. Alexandre. Petit fact-checking pour Arnaud. Effectivement, il y a bien un projet, mais on parle de l'intégralité de la baie du golfe de Penjing, ce qui correspond, alors ils ont calculé par rapport à 20 000 km². Et effectivement, s'ils prennent tout, ça leur ferait du 87 gigawatts. Mais c'est encore un projet et le calcul a été fait sur l'intégralité, donc on parle quand même de
530 km3 d'eau par nuit. Donc ils ont fait leur calcul par rapport à ça. Bon, d'accord. Dans le même style, j'ai vu aussi un projet de barrer la Manche. Tu vois, et de faire. Ouais, voilà. Non, mais attends, ça marche. Hein C'est un jeu vidéo. On pourra faire une route par Mais ouais, c'est ça, on n'a plus vraiment besoin. Mais là, si tu as des courants, tu peux aussi faire des marées. 20 000 km², ça fait 200 par 100 km. Ça ne se fera pas en 2030. On a fait un tour de la Réunion en voiture, en route aussi. Grand projet Mickey imposé. Ça a été annulé. Non, l'autoroute, la route qui contourne la Réunion. Alors, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais cela dit, la grande route du littoral, elle a été construite, enfin, en construction d'ailleurs, il me semble qu'elle est même finie. Ils ont des problèmes pour finir parce qu'en fait ils voulaient finir la fin sur une digue et pas sur des pylônes. Et ils ont du mal à avoir suffisamment de matériaux pour faire la digue en fait. Encore un problème de BTP. Voilà, parce que ces connards d'écolos, ils veulent pas qu'on prenne les pierres dans les carrières. Elle est écolo, elle peut dire ça, c'est pas le cas de tout le monde. Autant m'auto-référencer. Ils veulent pas qu'on prenne les pierres dans les carrières sur l'île de la Réunion, et donc parce qu'effectivement ça crée des problèmes, des mouvements d'affaissement et tout ça, c'est un vrai souci. Et donc du coup, les carrières sont bloquées et donc on peut pas finir la route pour le moment. Voilà. Un problème de BTP. Alors qu'on aurait très bien pu remettre en place le système qui existait dans les années 50 à La Réunion, qui était un tram-train qui faisait tout le tour des Hauts. Donc il suffisait d'avoir des bus ou des trams qui montent les gens aux gares et faire le tour en tram ou en train comme ça. Et ça marchait très bien, mais on a préféré mettre une route. Alors, je n'ai plus de questions sur Twitch a priori. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Je peux rebondir sur la sobriété. Comment vous la mettez en place? Parce que moi j'ai du mal à croire que les gens d'un coup vont arrêter de prendre la voiture, ce genre de choses. Donc vous allez mettre une taxe carbone. D'accord. En fait, c'était une des questions. Ouais, voilà. Et comment vous faites? Parce que comme tu as dit, tu travailles sur aussi le côté acceptabilité. Et comment, chez Europe Écologie Les Verts, vous voyez pour faire ce travail pédagogique, pour améliorer l'acceptabilité de ce genre de... Parce qu'on voit bien que la population n'est pas prête encore à se prendre une taxe carbone qui devrait être ce qu'elle devrait être. Le problème de la taxe carbone, parce que je pense que là on fait très référence à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, le problème de cette taxe carbone-là, c'est qu'on ne savait pas ce qu'elle finançait. C'était pas. Il y avait. Peut-être qu'il fallait mieux pas le dire. Si je peux finir mon propos. Excuse-moi. Il y avait en gros moins de 20% de la taxe qui était effectivement reversée sur la transition énergétique. Donc forcément, ça fait une taxe de plus sur des gens qui n'ont pas le choix d'utiliser leur voiture, parce que c'était aussi ça le sujet, c'est qu'on taxe encore les plus pauvres. Et donc oui, pourquoi pas une taxe carbone, sur l'aviation, sur le fioul lourd, etc. Mais, c'est un vrai sujet. Parce qu'en fait, finalement, c'est beaucoup les riches qui polluent, quoi. C'est une fonction concave de la richesse. Bon, d'accord. mais du coup, c'est faire en sorte que si on remet en place une taxe carbone, elle soit juste. Et ce travail, après, moi, j'ai pas dans parce que taxe carbone le problème que je vois, en fait, c'est que si on les taxe sur l'essence et qu'on leur dit c'est pour financer, je sais pas, un fonds chaleur ou une éolienne, ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas avoir un retour direct, ils vont se dire nous ponctionnons de l'argent encore, et nous, au final, ça nous prend du pouvoir d'achat, ça nous prend ce genre de choses. Et c'est très difficile, en fait. Même en leur disant, ok, d'un côté on vous prend sur la taxe carbone, mais on vous donne un chèque énergie pour aller acheter une voiture qui consomme moins d'essence, ce genre de choses. Effectivement, c'est un truc super difficile, et on est plein à réfléchir là-dessus, et personne n'a la réponse. Je pense qu'il n'y a pas de solution facile. Est-ce que le principe de la taxe carbone, c'est pas aussi le principe pollueur-payeur? Donc, quel que soit ce qu'on fait après de la somme, il y a déjà le fait de faire payer les gens qui émettent du CO2 additionnel. Oui. Donc, déjà en soi, c'est. Après, ils n'ont pas le choix. Moi, là où j'habite, il y a un quart le matin, un quart le soir. Si je veux me déplacer en dehors autour de chez
chez moi, je suis obligée de prendre la voiture. Il y a Ça des va, situations, C'est la vision de la société aussi. Si on impose les gens à déménager parce qu'ils habitent trop loin de leur boulot et qu'ils doivent se recentrer sur les villes, après c'est aussi notre façon de voir les choses. Ça me dérangerait pas, mais tout le monde n'a pas forcément envie de vivre en ville, tout le monde n'a pas forcément envie de vivre. Après, il y a peut-être aussi une autre solution avec les véhicules autonomes. Les voitures électriques aussi. Point de vue énergétique, c'est pas top. Non, je dis les véhicules autonomes parce que le problème, l'avantage avec la 5G, c'est la possibilité de partager. C'est-à-dire qu'on va diminuer le nombre de véhicules et qu'on pourra les utiliser pour aller. Après, c'est une solution, mais on ne parlera pas de la 5G. Non, mais c'est obligé. Il y a quand même un problème avec les voitures autonomes, c'est que ça va pas générer moins de trajets que des voitures classiques, parce qu'en plus, tu auras des trajets automatiques où elles devront chercher le prochain trajet. Donc, la voiture autonome, ça ne suffit pas, il faut aussi du partage, en fait, de circulation. Oui. Parce qu'un taxi, tu prends un taxi, tu consommes, tu pollues autant que si tu prends ta voiture. Mais si c'est une voiture autonome qui est partagée, voilà, non, si on peut partager, on économise au moins sur la fabrication de la voiture, en partageant ça. C'est juste une remarque sur Discord qui a donné un graphique qui montre les émissions de gaz à effet de serre en France, où effectivement les transports représentent 30%, c'est le plus gros émetteur. Et parmi ces 30%, il y a 50%, c'est juste les voitures particulières. Donc effectivement, le coût de faire des trajets seuls dans une voiture, on en vient à ça. Alors, juste, là, ça fait 15%, du coup, ça fait 15% des émissions de GES. Donc, on constate que l'agriculture et le résidentiel tertiaire, c'est 19%. Donc, ça prend plus. Oui, mais ce sont que les voitures particulières. Oui, sur les 15%. Parce qu'après, il y a effectivement les points lourds, genre plus écart. Et après, effectivement, agriculture 19%, résidence tertiaire 19%, industrie manufacturière 18% et industrie de l'énergie 10%. Et ça, la France est un peu particulière. Hein. Tu fais la même chose pour un autre pays. Je veux dire, la production d'électricité, c'est vraiment un gros morceau. Dans le monde, les productions d'électricité, c'est 1/3 des émissions de CO2, pas de tout gaz à effet de serre. Pour le CO2, tu as 1/3, c'est la production d'électricité. Donc la France est vraiment une anomalie dans ce système-là. Donc si on remplaçait toutes les centrales au charbon dans le monde par des centrales nucléaires, c'est pas forcément dans le monde, on n'aurait absolument pas résolu le problème du changement climatique, hein, attention, c'est pas ça, mais on aurait quand même fait une partie du chemin, une partie significative du chemin. Il nous a donné pour la moyenne au monde, et là la production d'électricité et de chaleur représente 25% des émissions, alors qu'elle ne représente que 10% en France. Là, c'est la moyenne. Des émissions de gaz à effet de serre ou de CO2 ? Gaz à effet de serre. D'accord. C'est ça, donc 25%, c'est la production électrique. C'est moins que ça en France. Hein. C'est 10%. En France, c'est 10%. La production électrique, c'est 10% des émissions de CO2 de la France ? C'est plus, industrie de l'énergie. J'ai pas plus précis. Mais du coup, s'il y a la raffinerie dedans. Oui, c'est ça, oui, c'est voilà, la raffinerie, des choses comme ça peut faire exploser. Oui, je pense qu'on a fait le tour du sujet, à moins qu'il y ait d'autres questions. Non, ça ira, donc on va... Je crois qu'il y en a qui a posé des questions. Paris a posé une question. Ah, Paris. Alors... C'est quoi la théorie, à ton avis, quelle question de la question de Paris? Alors, voilà. Oui, il faut la poser. Je suis désolée, pour ceux qui nous rejoignent, on a un sujet, c'est un peu le problème. Voilà. Alors, et alors, le solaire spatial. Moi, dans mon boulot, donc là, pour le coup, dans un cadre professionnel, en fait, je mets au point et j'utilise des satellites pour observer le climat. Et donc, pour les satellites, la source d'énergie, c'est le solaire. Donc, je suis bien content qu'il y ait du solaire et je ne suis pas du tout favorable à l'installation d'une centrale nucléaire sur mon réacteur. Donc, je suis très favorable au solaire spatial. Ouh! Ben, je pense que tu as un nouvel ami. C'est le solaire spatial pour alimenter sur Terre. Oui, c'est ça. Je pense que la question de Paris, c'est un produit technologique, c'est un voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est plutôt choper du soleil et le descendre d'énergie chopée sur la Terre. Alors là, l'IROI du truc, l'IROI du truc, ça va pas être terrible. C'est séduisant quand même.
Alors ça l'a fait sourire, mais cela dit, c'est vrai que dans l'espace, le solaire spatial, de toute façon, on va pas avoir trop de choix. Alors, dans l'espace, il y a quelques sondes qui ont des réacteurs, enfin c'est pas la même chose que des réacteurs nucléaires sur Terre, mais ils utilisent quand même la radioactivité comme source d'énergie sur, je crois que je me demande si le robot qui est sur Mars actuellement, là, Curiosity, c'est bien avec un truc, un réacteur. Voilà, donc dans l'espace, aujourd'hui, on a du solaire et du nucléaire. On n'a pas d'éolien. Justement, les Américains et les Russes sont en train de remonter cette filière de moteur nucléaire pour les Petite hydraulique. Parce que c'est plus. Il est thermique. C'est mieux en Ah, intéressant. Alors, Curiosity tourne sur un RTG 238 PU, plutonium du coup. Plutonium 238. Plutonium 238, merci. Très bien, bon, on a fait le tour maintenant. Il est 16h30, merci beaucoup pour nos 600 vues. Voilà. Tout à fait. Vraiment aller-retour depuis Pour nos spectateurs, et merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc on va arrêter le live sur Twitch. Pour ceux qui veulent nous rejoindre avant d'arrêter, on a un serveur Discord, donc c'est discord.partypirate.org et le forum discourse.partypirate.org et le site internet partypirate.org. Je vais y arriver. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Vous êtes venus, c'est déjà ça. On va essayer de faire un autre débat le mois prochain sur un autre sujet. On aurait aimé parler aujourd'hui aussi de quoi ? Du glyphosate et des OGM, mais ce ne sont pas les bons intervenants là. Ça ne marchera pas. Donc on en parle actuellement sur le forum du Parti Pirate du glyphosate, des OGM, et on a un sujet sur l'agriculture de conservation. En fait, et c'est ce sujet-là qu'on va voter, donc ça intègre le glyphosate, mais ça intègre aussi, enfin l'OGM c'est plus une question de brevetabilité du vivant qui est déjà de fait intégrée dans le fonctionnement, enfin dans les bases du Parti Pirate. Donc on est opposé à la brevetabilité du vivant, donc on est opposé à cette partie-là des OGM. Après pour le reste, le débat est en cours. Donc je vous invite à nous rejoindre sur notre forum ou sur Discord pour en discuter. Je remercie chaleureusement et vraiment merci beaucoup d'être venus parler avec nous. Merci pour l'invitation. Mais de rien. Et je vous propose qu'on aille à côté boire un verre avec tout le monde ici présent et discuter de tout ça un peu plus entre nous. Et la première est Merci.